commencé peu après avoir écrit cette date où finalement vous intervenez de façon violente contre un policier, mais en ramassant un objet par terre et vous frappez 4 fois avec un tige en plastique, un gendarme, un CRS ou un gendarme. Alors, la tige en plastique, c'est pas le terme qui a été employé un peu partout, notamment dans les médias, puisque dans les médias, c'était plutôt de barre de fer. Vous voyez, comme les récits médiatiques, vous voyez, c'est pas pareil. Donc, barre de fer, tige en plastique. Et pourtant, c'est bien une tige en plastique. Et si vous voulez, je peux lire ce passage, parce que je trouve qu'il est intéressant. On comprend bien ce qui s'est passé, quoi. Donc, je vous le lis, j'espère que ça ne vous ennuie pas trop. Les gaz lacrymogènes, les coups de matraque, les nasses interminables, les crânes ouverts, le sang, tout ça ne fait plus qu'un en moins. Je saisis l'une des tiges en plastique et me jette sur la voiture. Je l'attaque littéralement. J'attaque la voiture de police. Moi, je m'en prends d'abord à la vitre arrière, frappant 2 fois, coup sur coup. Et ma tige en plastique ne lui inflige pas le moindre rayure et ne risque pas de lui causer beaucoup de dégâts. À ce moment, un individu dissimulé par son kawaii noir surgit de l'arrière, me dépasse par la gauche, un poteau métallique à la main, et assène un violent coup sur le pare-brise, traversant de part en part la vitre arrière de la voiture et laissant un trou béant en son plein centre. Mes 2 tentatives paraissent bien ridicules à côté, tout comme ma tige bleue turquoise, vulgaire morceau de plastique à peine rigide. Mais ma colère prend le dessus sur toute autre considération. À travers cette voiture, c'est à la police que je m'attaque, à cette police que j'ai vue frapper, humiliée, mutilée depuis plusieurs semaines. Au sujet des mutilations, je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure si ça vous intéresse. Mutilée depuis plusieurs semaines, mais c'est aussi à ces gouvernements et aux mensonges qu'ils profèrent à longueur de temps avec tout le mépris du monde. Bloquée par la circulation, la voiture est obligée de s'arrêter net. Je lui assène une série de coups et finis par briser le phare arrière gauche du véhicule. Au même moment, quelqu'un jette un fumigène dans l'habitacle à travers le trou créé une poignée de secondes auparavant. Tout cela se passe très vite. Je n'ai pas le temps de réfléchir à ce que je suis en train de faire. Je suis là et je laisse enfin exploser ma colère. L'ampoule du phare prend sur le côté quand quelqu'un ouvre la porte avant de droite de la voiture et en extrait la policière qui était assise côté passager. La voiture commence à dégager une fumée noire qui me semble provenir du fumigène et il me semble évident que la police va quitter le siège conducteur pour en faire de même. Que pourrait-il faire d'autre? Ne pouvant également que constater l'inefficacité de mes coups sur la voiture, je repars. Alors que je commence à m'éloigner, la portière conducteur s'ouvre et l'agent police en sort, un colosse qui doit bien en prendre une quinzaine de centimètres et une bonne vingtaine de kilos. Mais il ne part pas, et il ne rejoint pas sa collègue. Non, au contraire, il commence à s'avancer vers moi, l'air menaçant. Je ne comprends pas son geste. Pourquoi agir comme ça dans une telle situation? À ce moment-là, je suis persuadé qu'il veut s'en prendre à moi, et moi je ne vois qu'une chose, qu'il s'en aille, qu'il recule, que pour une fois, nous n'ayons pas à nous écraser devant la force publique. Cette machine a brisé des crânes et des vies. Je m'avance vers lui et lui donne 4 coups, pas un de plus. Ma tige bleu turquoise vient s'écraser sur ses bras qu'il lève en protection dans un geste trop précis pour être improvisé, digne d'un boxeur chevronné. Je ne cherche pas à lui faire mal, je veux juste qu'il s'en aille, qu'il lâche l'affaire. Il y a derrière moi une centaine de manifestants qui ne portent pas non plus la police dans leur cœur. Ils devraient comprendre que le mieux pour lui, pour nous, pour tout le monde, est de tourner les talons et de rejoindre sa collègue. Les affrontements de la police et les manifestants, même si les manifestations que nous subissons sont réelles, les mutilations que nous subissons sont réelles, restent avant tout de l'ordre du symbolique. Personne ne cherche à tuer du flic, ça n'a pas de sens et ce n'est pas ce que je cherche. Ce que cherchent les gens, ce n'est pas ce que je cherche. Il s'agit de faire reculer l'État en combattant un projet de réforme où dans la rue, en affrontant son bras armé qu'est la police, j'ai compris il y a peu que la police n'était pas là pour protéger la population et pour maintenir l'ordre social, pour garantir cet ordre oppressif. Bon, je vais rester là. Mais cette manifestation, si je comprends bien, c'était une manifestation... En fait, c'était une contre-manifestation, puisque c'était un peu la perversité du truc, c'est que les flics, dans les manifestations sur la loi travail, ont considéré qu'il fallait faire une manifestation contre la haine anti-flic.
Et c'est un peu le truc, c'est-à-dire que c'est eux qui sont violents, c'est eux qui déterminent le niveau de violence de l'État. Évidemment, il y a des réactions, et ils vont plus loin, ils organisent des manifestations, parce que les gens les aiment pas. Bah oui, enfin, ça se fait taper dessus, etc. Et donc il y a une contre-manifestation qui avait été organisée par Urgence, notre police assassine, et en fait, cette manifestation a été au dernier moment annulée, etc. Sauf que bon, il y a tout un brouillard juridique, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et voilà, et moi, à ce moment-là, avec tout ce que j'avais vécu avant, et tout ce que j'avais vu, je me disais, c'est pas possible. Par principe, on est obligé de faire une contre-manifestation. On est obligé de montrer que non, il y a des gens qui disent, mais non, on n'est pas d'accord. Ce qu'il faut préciser peut-être, mais peut-être que je me souviens de manifestation, mais c'était une manifestation de policiers, non? Oui, oui, tout à fait. C'est une manifestation de policiers, et il y avait une contre-manifestation qui était organisée par Urgence, notre police assassine. Donc, et alors, les conditions de la manifestation des policiers étaient quand même assez impressionnantes. C'est-à-dire que, grosso modo, ils avaient privatisé la place de la République à Paris. C'est-à-dire qu'elle était, il y avait la moitié de la place, enfin, le terre-plein central, qui était entouré de barrières, et on ne rentrait qu'avec sa carte. Et je me souviens très bien, pour l'avoir vu quelques jours après, par exemple, les députés de la France Insoumise, notamment Éric Coquerel, on lui a refusé d'entrer. Lui, on lui a dit non, tu dégages. Voilà. Donc c'était vraiment un truc privatisé pour les flics, etc. Par contre, il y avait Marion Maréchal Le Pen et Collard. Voilà, et Collard. Voilà, donc ça donnait quand même le ton, de la manifestation. Et il y avait cette contre-manifestation qui était juste à côté, donc derrière les grilles, etc. Donc on était, je sais pas, peut-être 200, on n'était pas très très nombreux. Il n'y avait pas, et c'était évident qu'il n'y avait pas un danger particulier. Mais, en fait, il y a un moment de déclenchement, c'est-à-dire qu'on est là en train de manifester, et en fait, à un moment, il y a une espèce de jeu. Donc ceux qui maintiennent l'ordre de cette manifestation sont les gendarmes, pas des CRS, puisque les CRS sont attachés à la police. Donc là, c'est une manifestation de policiers qui sont pour les gendarmes. Et en fait, il y a un jeu, les gendarmes essayent de nous repousser en dehors sur la rue qui est à côté de la place de la République. Et il y a un jeu qui se crée, ils sont avec le bouclier, ils nous poussent et nous on les pousse, etc. Et très honnêtement, ça se fait plutôt dans une bonne ambiance. C'est-à-dire que moi, je vois des gendarmes sourire, c'est un espèce de jeu, voilà, on se pousse les uns l'autre, ça fait partie un petit peu de la symbolique des manifestations de rue, voilà. Et ce qui se passe, et à un moment, à mon avis, ils ont reçu l'ordre, c'est évident. Ils nous avaient repoussés, donc ça y est, on était sur la rue, on était plus ou moins dispersés, etc. Il y en avait quelques-uns qui étaient. Et là, ils ont tous sorti les gazeuses, ils ont gazé tout le monde. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de. Et c'est à partir de là que la manifestation, évidemment, prend une autre tournure. Et en fait, ils essayent, là, à ce moment-là, ils essayent de nous placer. Et voilà. Et la manifestation part. Évidemment en manifestation sauvage, comme on dit, et puis voilà, on tombe plusieurs, hein. On est bien une petite centaine à partir en manifestation sauvage, et moi à ce moment-là, je comprends, je me dis ok, ils veulent la bagarre, etc. etc. Donc je ne vais pas vous mentir, j'avais pris mes affaires, mon masque, etc., parce qu'on sait très bien que dans ces moments-là, la seule manière de faire reculer la police, c'est de mettre un masque, etc., de s'anonymiser. Voilà. Sinon, on sait très bien ce qui va nous tomber dessus. Et donc je mets mon masque, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, je le dis dans le livre à moitié en plaisantant, mais c'est réellement ce qui s'est passé, c'est que moi je suis évidemment le plus jeune, j'ai 40 ans, je suis évidemment pas le plus jeune, et les plus jeunes, ils sont partis plus vite que moi, bien entendu, ils courent plus vite que moi, et ils sont passés de devenir agence immobilière. Alors on en reparlera après, mais les agences immobilières font partie des cibles, entre guillemets, du Black Bloc, parce que c'est une façon de montrer son opposition à la hausse des loyers, etc., et toute la gabegie financière qu'il y a autour de l'immobilier, etc. Et en fait, ils ont défoncé la devanture de l'agence immobilière, et il y a une porte, et il y a autour de la porte cette tige bleue, voilà. Et cette histoire, c'est aussi ça, c'est des espèces de coïncidences malheureuses, où au moment où j'arrive et que je vois la voiture de police, quand je vois la voiture de police, alors tout ça est vraiment, c'est sur des microsecondes, c'est très rapide, je me dis, ah, elle est partie rejoindre la manifestation. Donc pour moi, c'est pas le flic qui fait sa ronde, non, ils sont partis rejoindre, c'est à côté, c'est à 200 mètres. Et donc là, on voit rouge, hein. Et au moment où je me dis ça, il y a cette tige, et donc voilà, après la suite, donc, tu l'as raconté, et voilà. Et donc évidemment,
voilà, je vois la voiture flamber, etc. Je me dis, ah ouais, c'est chaud, mais fondamentalement, je me dis, ok, je sais qu'il n'y a pas de blessés graves, je veux dire, voilà. Donc après, quand toute l'histoire s'est emballée médiatiquement, etc. BFM a montré beaucoup d'images. Ah ouais, non, mais moi je me souviens parce que après, quand je suis sorti de prison, j'ai eu le temps de machin, j'ai récupéré toutes les images, j'ai revu toutes les images. Je me souviens de Neumann, qui est un éditorialiste sur BFM, qui a dit mais c'est des barbares, etc., etc. Voilà, bon, je crois que le mot barbare concernant les policiers a été prononcé il y a peu de temps par Jean-Luc Mélenchon. Voilà, bon, vous voyez, voilà, et voilà, c'est toujours, voilà, et puis BFM, bon, je ne vais pas m'étendre sur BFM, je pense que chacun voit à peu près à qui on a affaire, hein, voilà. Enfin, ce que je dis, l'ordre, c'est pas que les policiers. BFM est aussi, à sa manière, une manière de tenir l'ordre. C'est eux qui disent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Les médias en général, les BFM, comme CNews et comme LCI, c'est voilà, les trois médias dominants qui disent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, etc. Voilà. Je vais peut-être revenir sur ce qui je suis au départ, parce que je trouve que c'est important. Tu me l'as dit. Voilà. En fait, le point de départ de toute cette histoire, en effet, c'est cette histoire. Voilà, ma mère a un AVC. Bon, je vais revenir à ma mère a un AVC, etc. Et le médecin me dit il faut qu'elle marche, etc. Et je rejoins cette manifestation en cours. Je rentrerai peut-être un peu plus en détail après, parce que c'est important, les petits détails, et c'est quand même important, parce que ça permet d'expliquer ce qui a entraîné ça. Au départ, voilà, moi je suis issu d'une famille, j'allais dire, de la classe moyenne, je vais même dire plutôt de la classe moyenne supérieure. J'ai un père qui était ingénieur dans le nucléaire, fonctionnaire. J'ai une mère qui était hôtesse de l'air, à l'époque où Air France était encore une société publique, donc un fonctionnaire aussi, qui restait 15 ans, qui démissionnait, s'occuper de ses enfants, etc. J'ai grandi dans les Yvelines, donc un département, j'ai pas grandi dans les banlieues, j'ai grandi à la campagne, dans des endroits, voilà, je vais en colonie de vacances, il y a plein de choses qui n'existent presque plus aujourd'hui. Voilà, j'ai plutôt été gâté, j'ai pas eu de problème particulier. Sur l'école, j'ai toujours eu un problème avec l'école. Voilà, bon, pas m'étendre là-dessus, c'est inutile, mais j'ai jamais considéré l'école comme quelque chose de très utile en fait. Bon, voilà, c'est un peu con parce que c'est comme ça, on n'est jamais. Et puis j'ai fait mon service militaire. Je crois que je suis l'avant-dernier contingent à avoir fait mon service militaire quand même. 90. Non, c'était pas 99, les derniers contingents, je sais plus, mais je sais que j'étais l'avant-dernier contingent à avoir fait mon service militaire avant qu'il soit éliminé par Chirac. Et voilà, dans ma jeunesse, alors politiquement, dans ma famille, ma mère était plutôt de gauche. Alors c'est important de dire ça, les racines familiales sont quand même pas, elles déterminent quand même beaucoup de choses. J'allais dire, j'ai une espèce de dualité. J'ai un père qui lui vient plutôt d'un milieu bourgeois, clairement, militaire. Son père, voilà, mon père a fait capitaine militaire de la Flèche, cadavre de Saumur, etc. Son père était colonel, il a fait Saint-Cyr, etc. Il est un peu, voilà, plutôt catholique, j'allais dire plus par culture que par conviction, clairement. Et ma mère qui vient d'un milieu ouvrier, etc. Donc voilà, voilà, ça aussi c'est peut-être assez important dans la trajectoire que j'ai prise. J'ai eu la chance après mon service militaire, il faut bosser, et puis c'était les années 2000. Dans les années 2000, c'était même l'année 2000, je crois, quelques temps avant. L'informatique, c'était la bulle Internet, donc il y avait machin. Et puis, 2001. Ouais, voilà, donc je me suis dit, je vais postuler, et voilà, j'ai commencé en informatique dans les centres d'appel, comme on dit. Et puis j'ai évolué petit à petit, etc. J'ai beaucoup travaillé, et puis j'ai évolué, etc. Il y a un point qui est important, c'est que rapidement, je travaillais pour les sociétés de services informatiques, comme on dit. C'est-à-dire que, en fait, vous avez une société de services qui vous paye et en fait qui vous vend, elle vous vend des clients. Donc j'ai travaillé dans beaucoup de sociétés du CAC 40, que des grosses sociétés, des banques, des assurances. Société Générale, BNP Paribas, PSA, Renault et beaucoup d'autres sociétés cotées en bourse. Voilà. J'ai gagné avec. Voilà. Ouais. Alors, ce que j'ai rapidement compris, et c'est une des conséquences du capitalisme, c'est que si on veut être augmenté dans ce milieu-là, en tous les cas, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais il faut changer de boîte régulièrement. C'est-à-dire que moi, la société de service, elle me payait, je faisais ma mission, et dès que la mission était terminée, je disais bye bye, je me barre ailleurs, j'ai acquis de l'expérience, donc voilà, ça permet d'augmenter le salaire, etc. Jusqu'à le dernier emploi que j'ai eu, qui était... donc là, je me suis retrouvé à la tête d'un service, j'avais 5 ingénieurs en informatique sous ma responsabilité. Voilà, dans une grosse société qui, alors elle, pour le coup, n'est pas cotée en bourse, mais qui est une société internationale, qui est une société d'audit international, d'audit financier. Voilà, qui est très réputée, voilà, plein de gens veulent rentrer dans cette boîte parce que c'est bien, etc. Voilà,
Bon, les conséquences, c'est que voilà, l'image de la boîte est très bien, plein de gens qui veulent rentrer, sauf qu'on se rend compte assez rapidement qu'il faut bosser. Et là, les 35 heures, ça n'existe pas. Des sociétés les plus réputées du monde. Oui, c'est une des plus dans les 5 boîtes les plus réputées dans le monde, etc. C'est une énorme société, il y a 180 000 personnes dans le monde entier, partout, dans quasiment la totalité des continents. Voilà. Ce qui se passe, c'est important, c'est que, assez classique, c'est ce qui se passe un petit peu partout, et même dans les services publics maintenant, c'est que l'informatique, ça coûte trop cher, enfin les gens coûtent trop cher, donc je suis consultant en informatique, hein. C'est pas cette boîte qui me paye, je suis toujours consultant, mais je travaille dans cette boîte, j'ai travaillé 3 ans et demi. La boîte décide de virer grosso modo tous les prestataires de services et de donner l'informatique à une seule société. Pour ne pas la nommer, c'est Atos, dont le patron est Thierry Breton. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai la chance de faire partie des 3. Il y a à peu près 80 personnes qui sont parties, des 3 qui me proposent de me faire embaucher, donc je me fais embaucher dans cette boîte. Mais ça fait 3 ans et demi que je travaille chez eux, mais ils me mettent quand même une période d'essai. Et ils l'ont fait pour les autres aussi. Hein. Pour vous dire que, vraiment, et je me souviens à la RH, quand j'ai passé mon entretien, vous allez avoir une période d'essai. Ça fait 3 ans et demi que je suis ici, j'ai encore besoin de me tester, c'est délirant, quoi. Et elle a dit, vous verrez ça avec votre directeur, bref, c'est des détails. Et la transition avec cette société Atos ne se passe absolument pas, et moi je me rends compte que, voilà, je le savais au début, j'avais quand même des gros doutes quand j'ai accepté de me faire embaucher, je me suis dit, je m'en fous, il y a une période d'essai, donc même moi je peux me barrer, une période d'essai c'est dans les 2 sens. Et puis ça se passe pas comme je veux, etc. Et puis en fait, grosso modo, je me barrer et je me démerde pour me barrer, et grosso modo, je me fais virer, plus ou moins volontairement, pour pas vous le cacher. Voilà, donc je me retrouve au chômage, et il se révèle que j'avais tellement travaillé, parce que je travaillais énormément, je travaillais le samedi, je travaillais le dimanche, je travaillais les jours fériés, enfin je veux dire, le rythme était quand même, ça faisait longtemps que c'était comme ça, j'étais épuisé, j'ai dormi pendant 15 jours, franchement, pendant 15 jours, je me levais, je faisais une sieste. Je pense que j'étais proche du burn-out. En fait, finalement, cette période d'essai m'a permis de sortir de ça, parce que je pense que sinon je l'aurais fait. Voilà. Et donc je suis au chômage pour la première fois de ma vie, j'ai 40 ans, voilà, il y a ma mère qui a un AVC, etc. Donc ça, voilà, ça c'est pour... alors c'est toujours très difficile je le dis, c'est pas pour me justifier, mais c'est toujours très difficile de parler de soi, parce que ça fait un peu narcissique, mais bon, je suis bien obligé de l'expliquer pour expliquer ce que je suis et finalement peut-être pourquoi tout ça est arrivé. Ma conscience politique, elle a commencé très tôt. Voilà, j'ai lu le Canard enchaîné très tôt, la politique m'a toujours intéressé, ça a toujours été un truc fascinant pour moi. Et alors c'est pour ça que c'est le sous-titre du livre du gaullisme au Black Bloc. Je sais que souvent ça fait rigoler, parce que souvent les conférences que je peux faire sont évidemment pas dans des environnements de droite, plutôt des environnements de gauche. Et il s'avère que j'avais été militant au RPR. Oui, ça date. RPR, c'est vieux. J'avais été militant au RPR quand j'avais 16 ans. Je ne vous le cache pas, je m'étais rapidement... Alors j'étais à Paris, donc j'étais au siège assez régulièrement. Je l'ai été sous la présidence de Philippe Séguin, qui n'était pas le pire, qui était loin d'être le pire. Ouais. Le discours de Maastricht, c'était pas mal. Voilà, qui était loin d'être le pire, même parce qu'il y avait cette espèce de fibre gaullisme social, etc. Bon, c'était peut-être un petit peu bidon, mais bon, il y avait encore ça à l'époque. Et rapidement, je me suis assez rendu compte que les militants avec qui j'étais, on n'était pas du même monde. Parce que moi, je devais aller bosser, j'avais 16 ans, je bossais le soir, chez Pizza Hut, etc. Et moi, là, j'étais avec les 2 machins de trucs, ils avaient leur appartement. Voilà. Rapidement, moi, je peux pas, j'ai pas le temps, donc je me suis cassé. Voilà. Et puis, sur tout mon parcours professionnel, j'ai vu évidemment les conséquences du capitalisme. C'est évident, enfin, c'était évident. Quand vous savez que pour être augmenté déjà, rien que ça, vous savez qu'il faut changer de boîte, sinon, voilà, rapidement vous vous rendez compte que vous êtes juste un coup. Moi c'est ce que je dis, il ne faut plus appeler les DRH les directeurs des ressources humaines, il faut les appeler les directeurs des ressources. Je pense vraiment que réellement, une personne dans une entreprise aujourd'hui est gérée comme un ordinateur. C'est un coût. C'est combien de temps on va le garder, quand est-ce qu'on le vire, quand est-ce qu'on en veut plus, quand est-ce qu'on le change, etc. C'est pareil. Ça, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Donc voilà, et donc mon parcours politique, c'est doucement est allé vers la gauche. Le PS, c'était Liette,
raison, j'ai jamais aimé Mitterrand, très honnêtement. Voilà, et donc à ce moment-là, il y avait Mélenchon. Donc voilà, j'avais fait la... Alors c'était quelle campagne? C'était avant 2017, donc c'était... 2012, voilà. J'avais fait un ou deux meetings de Mélenchon, etc. Et vous allez voir qu'il y a un petit détail qui va avoir son importance dans la... Enfin, son importance, une anecdote qui va être assez marrant dans la suite de l'affaire. Voilà, donc j'étais plutôt Mélenchon, tendance Mélenchon et Montebourg. Voilà, grosso modo un peu ce truc-là. Mais le PS, les Hollande, etc. Bon, moi c'était complètement... Enfin voilà, pour moi c'était de droite. Et on a bien vu qu'ils le sont et ils le restent. Voilà. Donc il y a cette affaire du quai de Valmy. Donc je vais repasser à la manif du 28. Je vais revenir juste sur cette manif-là parce qu'elle était assez fondamentale, il faut vraiment revenir dans le détail. Donc j'arrive avec ma mère, la manif entre Porte d'Italie, je ne sais pas si tout le monde connaît à peu près Paris, mais entre Porte d'Italie et Nation, donc elle traverse la Seine en fait, et elle passe sur le pont d'Austerlitz. Et ma mère, je vais pas, enfin, elle sort quand même de l'hôpital, je ne vais pas lui imposer toute la manif, ça fait long quand même. Et je dis, bon, on va descendre à la gare de Lyon, puis juste à côté, on va marcher un petit peu, puis on va les rejoindre à l'intersection. Et je les vois descendre, je vois là-bas, donc on arrive juste avant le pont d'Austerlitz, et déjà là, on voit un déploiement de flics, pas normal. Alors moi j'ai fait quasiment aucune manif, j'avais fait les 1er mai, un an avant ou 2 ans avant, voilà, et c'est tout quoi. Donc je connaissais un petit peu que, voilà. Et là on arrive, il y a vraiment énormément de camions de CRS, vraiment beaucoup. Et là on arrive et on se dit, il y a quelque chose qui colle pas, qu'est-ce qui se passe quoi. Et puis on avance, on voit la manifestation arriver, on voit les flics qui commencent à coincer les rues, à se mettre en ligne pour coincer les rues. Et on sent sur leur visage, ils n'ont pas encore leur casque, on sent qu'il y a, je sais pas, il y a un énervement, il y a quelque chose quoi. Et la manif arrive, et en fait, juste avant qu'elle arrive sur le plomb, elle arrive encadrée par les flics. C'est-à-dire que les flics sont devant, ils encadrent le début de la manif. Ce que moi j'avais jamais vu. Je découvrirai plus tard que tous les sociologues, les gens qui sont penchés sur ma disent plus les flics sont proches des manifestants, plus il y a de chances que ça explose. Et en fait, les flics bloquent la manifestation juste avant le pont d'Austerlitz. Donc avant le pont d'Austerlitz, il y a une grande place. Donc moi je suis en dehors et j'attends qu'ils arrivent. Je vois les flics, je me dis bon, avec ma mère. Mais ça en l'espace de 2 minutes, je vois un nuage de lacrymogène ahurissant. Quoi. Enfin voilà, comme on a vu sur les manifs des Gilets jaunes, parce que voilà, c'est des images que maintenant elles sont courantes. Et je vois la même chose, etc. Et je vois que c'est la panique. Je sens que c'est la panique. Et là, les flics, donc au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils ouvrent. Moi, je reste dehors en disant, on commence à voir les gaz lacrymaux carrés. Ma mère, qui sort de l'hôpital, les flics ouvrent la session et la manifestation continue. Et je me souviens d'avoir vu à ce moment-là. Ça m'a marqué. C'est important. Des mères de famille avec leur môme dans leur poussette, avec le gamin en pleurs, la mère en pleurs, etc. Et là, j'ai bien vu que tous les manifestants, tous, étaient tous dans un état d'énervement très élevé. Et ma mère et moi, on est choqués. Et ma mère, je me souviens, elle m'a dit c'est une provocation, quoi. C'est le terme, c'est une provocation. Et là, bon, je suis avec ma mère, et donc moi je suis choqué, je dis mais qu'est-ce qui se passe, etc. Je suis moi aussi extrêmement énervé de ce que j'ai vu. Voilà, et évidemment, je rentre chez moi avec ma mère, il m'aura pas continué la manif. Et qu'est-ce que je fais quand j'arrive chez moi? J'allume BFM. Logique. Et qu'est-ce que raconte BFM? Les manifestants sont violents, etc., etc. Sauf que je vois les images et je découvre qu'en fait, oui, ils sont violents, oui, mais ils n'ont pas été violents avant. Ils ont été violents après le pont d'Austerlitz. En effet, là, il y a les poubelles retournées, etc. Il faut dire ce qui est violent. Si, il y a un flic, je crois, qui n'avait pas de casque, imbécile. Il se prend un caillou, il est tombé, machin, donc les images tournent en boucle, etc., etc. Et moi, je suis là, je dis, mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai vu. J'ai d'abord vu une provocation qui a provoqué des violences. Et là, je me dis, mais c'est incroyable que les médias... Vous voyez, j'ai encore cette vision idéaliste, naïve de la situation. Que ce soit des médias et même de la politique. Voilà. Sur la loi travail, je me souviens que quand elle sort, je me dis, ouais, on a la manif CC, mais elle va passer. Elle passera.
bien vu que Valls, c'est Valls, voilà, le personnage, il ira jusqu'au bout. Je ne suis pas trompé, il est passé en 49-30. Et donc moi, je suis extrêmement choqué. Et si vous voulez, les violences policières combinées à, je ne vais pas dire les mensonges, mais les omissions, parce qu'en fait, les médias ne mentent pas, ils omettent. Et en omettant certains faits, ils donnent une direction à l'information. Ils influencent l'information. Et moi, je suis très choqué. Je me souviens que je téléphone à des gens, voilà, des amis qui me sont proches, qui ne sont absolument pas là-dedans, en disant ce que j'ai vu, c'est hallucinant. Je me dis, il ne faut plus croire les médias, c'est honteux ce que j'ai vu, etc., etc. Mais quand même, je ne suis pas taré, je ne suis pas machin. Je me dis, bon, il faut aller confirmer ça. Ce que j'ai vu, c'est peut-être exceptionnel, je me suis peut-être trompé, il y a peut-être des choses, machin. Et donc, je retourne le 1er mai en manifestation. 1er mai 2016 à Paris. Donc, je passe les détails, sinon ça durerait trop longtemps, mais il y a cette nasse gigantesque le 1er mai, voilà, où il y a à peu près 1000 personnes, la manifestation est complètement bloquée, enfin tous les syndicats sont bloqués, et moi je suis dans cette masse, je suis dedans. Et là, les flics, ils gazent, ils matraquent, et ça y va, etc. Et évidemment, bah là, ouais, les gens sont violents, bah oui. Et là, en effet, je vois les premiers Black Blocs, ils sont pas nombreux, ils sont 25, à peu près. Évidemment, ça jette des cailloux et tout ce qui tombe sous la main sur les flics, et ça en reste là. Et donc, je me dis, ah ouais, donc c'est confirmé. Ce que j'ai vu le 28 avril, non, il y a une politique de la provocation, de la violence de la police, etc. Et vous vous retrouvez dans une situation qui est très simple, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? On répond à la provocation, ou on rentre chez soi. Parce que c'est ça, il n'y a pas trois choix. Et moi, je fais le choix de me dire, non, on doit se défendre. Et si vous voulez, il faut aussi replacer ça dans le contexte, voilà, Valls, etc., qui veut passer sa loi travail, tous les sondages le disent, tous les Français, enfin, il y a au moins les 2 tiers des Français qui sont contre, etc., le mec, il a rien à foutre, bulldozer, on y va, on passe, etc. Et là, je me dis, ben non, ce qu'il faut comprendre sur pourquoi je rejoins le Black Bloc à ce moment-là, et vous allez voir que je pense qu'il y a, pour le Black Bloc, j'y reviendrai, mais je pense qu'il y a autant de types de Black Bloc qu'il y a de membres de Black Bloc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, voilà, c'est un bloc technique, j'allais dire, mais tous les individus qui la composent sont tous différents et pensent tous certainement différemment, avec des nuances, etc. Et ils sont anonymes. Quand je les rejoins le Black Bloc, moi je rejoins le Black Bloc à ce moment-là en disant, je défends la démocratie. Être contre la police, c'est défendre la démocratie. Puisque la police est un outil du pouvoir pour faire passer les réformes sur la loi travail, etc. etc. J'ai évolué depuis. Hein. Mais à ce moment-là, je vais dire... Vous dites à plusieurs fois que vous vous apercevez que finalement le rôle de la police, qui était, d'après vous, pour défendre les populations, défendre les gens, en fin de compte, c'est pas tout à fait ça. Quoi. Vous apercevez que la police est violente et qu'elle est le bras armé de l'État. Et ça, c'est important parce que moi, je ne me suis jamais vraiment occupé de la police. J'ai cru tout ce qu'on m'a dit dans mon enfance, dans ma jeunesse. Enfin, voilà. Je ne me suis jamais intéressé à la police. Pour moi, la police, bah oui, elle s'occupe, voilà, elle courira par les bandits et puis c'est tout, quoi. Voilà, j'ai jamais une réflexion là-dessus. Ça fait partie du paysage, je veux dire, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus que la chute, j'allais dire, la chute idéologique est d'autant plus forte, parce que j'ai le sentiment d'être trahi. En fait, on m'a menti. Que la police, non, son rôle, il n'est pas là. Son rôle, il est voilà, c'est un rôle social, il est là pour l'ordre. Et que quand le gouvernement a décidé contre sa population de voter des lois et de lui retirer des droits hautement acquis, et qu'elle accepte de faire ça, je me dis, ok, ce n'est pas un outil au service de la population, c'est un outil au service des politiques qui décident de ce qu'ils veulent. Voilà. Et évidemment, voilà, je pense qu'on ne va pas... Mais, la loi travail a été dictée par Bruxelles, par les capitalistes, etc. On ne va pas se mentir. Donc évidemment, et donc pour moi, me dire que oui, la démocratie en fait ne tient que grâce à la police, mais tout s'effondre. Il y a un petit passage que je peux lire, s'il vous plaît, qui explique bien ce que vous êtes en train de dire. Vous dites réagir, dire non, quand le vote est bafoué, donc on parle de la loi travail, bien sûr, que les politiciens font ce qu'ils veulent sans se soucier de l'avis de la population. Quand on n'a plus aucun moyen d'exprimer son opinion, la rue devient le seul moyen pour essayer de se faire entendre. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe sur la planète actuellement, on voit bien que c'est dans la rue que ça se passe, contrairement à ce que disait Macron. Les manifestations sandwich merguez, celles-ci, c'est celle où l'on défile d'une place à l'autre, un sandwich à la main, en écoutant une sono crachée de vieux tubes contestataires des années 80, je n'y crois pas non plus. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus, et en tout cas,
En tout cas, à ce moment-là, il reste cette forme de violence symbolique, matérielle, exprimée par le cortège de tête. Prendre la tête d'une manifestation et y faire exister du conflit sans prendre des symboles du capitalisme, on verra c'est exactement ce que font les Black Blocs, du pouvoir, être ensemble, entre non-affiliés, sans structure syndicale ou partisane, juste pour être ensemble, ne pas se sentir seul et dire notre colère et notre rejet de ce gouvernement, de sa politique. Bien sûr, personne n'a la prétention de croire que l'on fera tomber l'État ou le gouvernement ainsi. Mais faire reculer une ligne de police, faire infléchir la politique du gouvernement, c'est le faire reculer symboliquement au moins. La violence dans tout cela, elle reste très relative. La première violence que je vois, moi, c'est celle de la police, etc. Voilà, et donc je rejoins le Black Bloc. Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait dans le Black Bloc sur toutes les manifestations qui a suivi, mais pour moi, à ce moment-là, c'est évident qu'il faut faire... Et c'est très symbolique. C'est évident que, par exemple, le 1er mai 2018, quand le McDo est cramé et complètement vandalisé, on sait très bien que ça ne va pas faire tomber un gouvernement. Tout ça est symbolique. Et il s'agit juste de dire, c'est ça qu'il faut voir dans les actions du Black Bloc, de voir, quand on est plusieurs, voilà, on peut mettre, il ne suffit pas grand-chose finalement pour mettre l'État dans un état, pour mettre voilà, l'État ou le gouvernement dans un état où en fait il se révèle. Et c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, comme on l'a travaillé avant. Ils se révèlent. Et en fait, toutes les violences qu'il y a eu, que ce soit sur les Gilets jaunes ou mois avant, etc., n'a fait que révéler ce qu'était vraiment le gouvernement. On en reparlera certainement. Mais les violences policières, j'allais dire, je pense qu'une grande partie de la population, moi je l'ai découvert en 2016, pendant le travail, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont découvert. Et là, même en 2016, c'était finalement pas très violent par rapport à ce qu'ont vécu notamment les Gilets jaunes. Donc voilà. Alors, il y a aussi un autre élément qui est peut-être plus physique, mais qui est important, c'est que pendant cette NAS, je me souviens qu'à un moment, donc, il y a un cordon de CRS et je vais les voir en disant, mais qu'est-ce que vous faites, etc. Tout ça est incompréhensible, une NAS, en termes de maintien de l'ordre, c'est complètement incompréhensible. Et là, je me prends un énorme coup de gazeuse dans la tête, c'est la première fois. Et quand c'est la première fois et que vous n'y êtes pas habitué et que c'est vraiment important, ça prend du temps. Déjà, vous morflez, vous savez, vraiment, vous dites que vous allez peut-être pas mourir, mais vous allez en tous les cas tomber dans les pommes, la douleur est quand même très forte, etc. Donc ça aussi, ça a beaucoup joué. Voilà, vous voyez, il n'y a pas que le côté politique, ce qu'on pense, les violences qu'on voit, etc. Il y a aussi celles qu'on subit, qui sont assez fondamentales, qui fait qu'on passe de l'autre côté, parce qu'à un moment on se dit stop, ça suffit, on ne peut pas accepter ça. Et en fait, vous vous rendez compte que, pourquoi je parle de ces manifestations que j'appelle carnaval, sandwich merguez, etc. Parce que c'est des manifestations qu'on a depuis 30 ou 40 ans. Ben voilà. Et tout le monde le sait, moi je l'ai vécu, j'en ai fait partie de ceux qu'on dit. Mais ça ne sert à rien. On le sait que ça ne sert à rien. C'est de la bonne conscience, c'est de dire oui, on a fait quelque chose. En fait, non, vous n'avez rien fait, etc. Et puis après, quand vous allez dans le détail, vous vous rendez compte qu'il y a une administration qui la fixe. C'est le gouvernement, la préfecture à Paris en tous les cas, qui dit alors vous avez le droit de manifester de tel point, du point A au point B, vous n'avez pas le droit de tourner à gauche, vous n'avez pas le droit de tourner à droite, pas de violence, un machin. Comme des mômes, quand vous protestez contre un gouvernement, il y a un moment, on proteste, on fait des choses contre le gouvernement que le gouvernement ne nous autorise pas. C'est la seule manière de protester. Vous voulez un petit passage ? Ouais. Je participe scrupuleusement à toutes les manifestations contre la loi travail. Je n'en rate pas une. C'est la première fois que je suis confronté à la réalité policière et ma colère se nourrit de toutes ces scènes de violence auxquelles j'assiste. Tous ces tabassages, gazages, matraquages, toute cette violence gratuite, tout ce mépris de la part du gouvernement. Peu à peu, c'est là où je voulais en venir, j'adopte les codes vestimentaires du cortège de tête. De points, caouet noir, lunettes noires, masque à gaz, pour me protéger et en m'anonymisant, protéger les autres. Je ne connais personne dans ce milieu donc je manifeste seul, mais peu à peu, je commence à reconnaître certaines têtes, à rencontrer quelques personnes. J'essaye de saisir les codes, d'apprendre à lire des citations. Je me sens protégé par mon anonymat. Personne ne me connaît et la police n'a jamais entendu parler de moi. Je manifeste toujours en tête de cortège, issu de tous les rassemblements. Et puis vous enchaînez après, jusqu'à ce 18 mai, le rassemblement à la République, les flics, Marion Maréchal Le Pen, Collard, la NAS, la manif sauvage, la voiture de flic, le bâton en plastique, moi, ma colère, le flic, la voiture en feu, tout a été si vite. Quelques poignées de secondes, je me retourne, la voiture brûle. C'est là que je me rends compte qu'il vient de se passer quelque chose et que j'y ai pris part. Je vais juste revenir en arrière pour continuer le récit, c'est important.
Si vous voulez en parler à ça après le 1er mai, je m'intéresse aux violences policières. Donc vous allez sur internet, tapez violences policières, notamment sur YouTube. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça qui finalement emmerde le pouvoir, c'est que on ne peut plus rien cacher, quoi. On a internet, on peut publier ce qu'on veut, etc. Il y a des excès, certes, mais il y a aussi ce bienfait. Et je me rends compte qu'en fait, les premières violences qu'il y a eu, c'est à la COP21. Il y a eu cette manifestation pour la COP21 sur la place de la République, etc. Et là, je me souviens très bien d'avoir vu une scène qui me marquera à vie. C'est pas nécessairement peut-être la plus violente, mais elle était tellement... On voit un monsieur, c'est un vieux monsieur, il a une barbe blanche, je pense qu'il est avec sa fille, ok, voilà, il est sur la place de la République, il passe à côté d'un CRS, il ne fait rien que d'être là. Et le CRS lui met un énorme coup de matraque sur les genoux, le mec tombe, etc. Je l'avais appelé les pompiers. Ça m'a choqué. Voilà. Après, j'ai découvert qu'il y a du chômage debout, il y a eu aussi beaucoup de violences policières, on les a vues, etc. Et sur les violences policières, qui sont notamment sur les quartiers populaires, je l'apprendrai après. Et vous verrez comment je l'ai appris, parce que c'est important. Donc voilà. Et donc il y a ce 18 mai, cette manifestation. Je vois déjà me dire, mais comment ils vous ont chopé, etc. C'est important, puisque moi je suis inconnu des services de police. Totalement inconnu. Je veux dire, donc quand ça arrive, mon frère habite pas loin, il habitait encore dans le 10e à l'époque à Paris, etc. Et il a vu la colonne de fumée de chez lui qui montait. Il m'a dit, ouais, je me renvoie un SMS en me disant, ouais, c'est chaud. Je dis, ouais, c'est chaud. Évidemment, il l'a découvert que plus tard que j'avais pris part à ça. Voilà, et bon, je suis rentré chez moi, etc. Et de toute façon, ils ne peuvent pas me retrouver, etc. Et puis, très honnêtement, par rapport aux fracassés que j'ai vus, etc. J'ai vu des gens avec des arcades sourcilières ouvertes, j'ai vu des gens en sang. Je me souviens de cette dame, une personne âgée, il y avait certainement plus de 60 ans, qui s'est pris un énorme coup de matraque, la tête en sang, les photos ont tourné sur internet, etc. Enfin, vous voyez, quand vous voyez ça et que vous voyez le flic auquel j'ai mis 4 coups de bâton, je suis navré, repartir en trottinant, bon, on relativise quand on se dit, bon, ok. Mais voilà, la violence de la police est acceptée, pas celle des manifestants, c'est un grand sujet, on pourra certainement parler. Et donc en fait, il y a une manifestation à un moment, une contre-manifestation, en fait, c'est hallucinant quand j'y repense quand même, le niveau de cynisme du Parti Socialiste, et même de Macron aujourd'hui, mais ils font un colloque à Paris-Bercy, voilà, Bercy-Village, voilà, Bercy-Village, sur les bienfaits, les conquêtes sociales de 1936. Au moment où ils sont en train de péter le code du travail. Je veux dire, là je me dis, c'est pareil, c'est comme je me dis non, là je suis obligé d'y aller, c'est une question de principe. Et j'y vais, et en fait je vous passe tous les détails, ça part en manif sauvage, on bloquera je crois que c'est la gare de Lyon, on bloquera la gare de Lyon pendant un an, c'est les flics qui me diront pas, ils me disent putain vous avez foutu le bordel à la gare de Lyon, ils ont arrêté tout le trafic pendant 1 heure. Bon. Bref, et en fait ce que je ne sais pas, c'est que la PJ est dans la manifestation. Elle est dans la manifestation. Et en fait, ils attendent que la manifestation se termine, que tout le monde se disperse, etc. Et ils me chopent Nation. La manifestation est allée jusqu'à Nation, dans le métro de Nation, etc. Donc là, comme dans un film, hein, je veux dire, voilà, je suis tranquille, je suis en train de discuter avec des gens que là, ça rejoint ce que je disais, que je commence à connaître, etc. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va à l'huile debout, etc. Place de la République, okay, on prend le métro, on va à l'huile debout, etc. Et tout d'un coup, je suis projeté contre le mur, les lunettes elles partent, machin bidule, et on me met des menottes, etc. Et puis je tourne la tête et je vois que les autres avec qui je suis, eux ne sont pas menottés, il n'y a pas de problème, quoi. Et là je fais gling gling, je me dis, ah, il se passe quelque chose, quoi. Et je pars avec les menottes, etc. Et dans la voiture, donc alors il y a cette petite anecdote, je ne sais plus si elle est dans le livre, j'ai un ami qui maintenant c'est devenu un ami, qui porte quasiment presque le même nom que moi, à une lettre près. Et quand je me fais choper, les gens avec qui je suis, pour la défense collective, etc., me demandent mais quel est ton nom, et je leur dis Nicolas Fench, etc. Et je saurai après que donc, celui qui est devenu mon ami, il a reçu 25 SMS dans la journée en disant t'es où parce qu'il pensait que c'était lui qui s'était fait choper. Ah non, c'était moi, et, voilà, et j'étais totalement inconnu de tout le milieu militant, etc. Et donc je me suis chopé, et quand je rentre dans la voiture, on me dit monsieur, vous êtes mis en examen sur juge machin bidule pour homicide volontaire, etc. Et là, vous dites, là, texto, je me suis dit ça, je me disais, là, je suis parti dans une aventure, je sais pas où ça va. Voilà. Donc, bon, après, voilà, il y a la garde à vue, je vais passer rapidement dessus, sinon on va pas avoir le temps. Il y a la garde à vue qui est vraiment comme dans les films. On en parlait un petit peu avec Guy avant. Voilà, à un moment, une femme
spécialement alcoolisé ou en manque, je sais rien, qui criait dans sa salle, dans sa cellule, etc. Et là, les flics qui rentrent, ta gueule, ferme ta gueule, sale pute, etc. Voilà. Donc vous voyez, si vous voulez, entre les violences policières, ce que je viens en manif, et ce que je vois par le brigadier là, qui s'occupe des gardes à vue, etc., je me dis, ah ouais, ok, d'accord, vraiment comme dans les films. Je dois le dire, la PJ a été, c'est ce que je disais à Guy, donc c'est la PJ quand même qui est pour une voiture brûlée et 4 coups de tige en plastique. Et je sens assez rapidement que les flics, pour eux, la PJ, c'est vraiment une histoire. C'est politique, c'est médiatique, et vraiment, ça les emmerde. On sent qu'il faut vite s'en débarrasser, parce que bon, ils ont chose à faire. Enfin, la PJ s'occupe des crimes, des meurtres, des viols. Enfin, vous voyez, on est loin d'une voiture brûlée et un flic qui a reçu quelques tiges en plastique. Quoi. Voilà. Et il y a cette scène où ils font la perquisition chez moi, et donc évidemment, ils arrivent chez moi, j'ai plutôt un bel appartement, voilà. Je gagnais bien ma vie, très bien ma vie. Voilà, j'ai les costumes, les cravates, les chaussures. Voilà. Et donc évidemment, c'est pas du tout l'environnement auquel il s'attendait. Et il y a un flic, je me souviens très bien, j'ai mes notes, je suis dans mon salon, il vient, il s'approche de moi, il me dit, plutôt petit. Et il me regarde un petit peu en retard comme ça, il me dit, mais monsieur, vous êtes une énigme. Monsieur, vous êtes une énigme. Et là, moi je réalise, je me dis, putain, mais ils ont vraiment pas d'imagination. Et je me dis, en fait, ils n'ont pas la capacité de replacer ce qui s'est passé dans un contexte politique. Absolument pas. Pour eux, et vous voyez comment ils sont câblés, quoi. C'est de la délinquance. Point. Ça ne va pas plus loin. Leur mentalité ne peut pas... C'était évident que c'était un truc politique. C'était évident. Pas pour eux. Vous êtes unis, mais non, bah non. Voilà. Et on l'a vu d'ailleurs sur les gilets jaunes. Le nombre de gilets jaunes qui ont rejoint le Black Bloc, ou qui ont été violents avec la police, etc. Parce qu'ils ont compris tout ce que moi j'avais compris. On a eu des centaines et des centaines sur le monde des gilets jaunes. Peut-être qu'il faut, je ne sais pas, ils découvrent que vous avez aussi été... Oui, alors il y a aussi cette anecdote qui est assez... Alors, il s'avère que je suis plus franc-maçon, mais je l'étais encore à l'époque. J'étais franc-maçon, ça faisait 10 ans que j'étais franc-maçon, je suis rentré en franc-maçonnerie, c'est tout. Alors, je sais très bien ce qu'ils pensent les gens des francs-maçons, ils gouvernent le monde. En France, en tous les cas, je peux vous le dire, ils ont très peu d'influence, et ils en ont de moins en moins, mais voilà, c'est vraiment que dalle. Et donc, quand ils sont venus à la perquis, ils ont vu que j'étais franc-maçon, etc. Et il y a cette scène où, avant d'être présenté à la juge d'instruction pour savoir si on renouvelle ma garde à vue, etc., il y a la chef de groupe, en fait, patronne de la PJ, quoi, qui rentre dans la salle, qui s'assoit en face de moi et qui me regarde comme ça et qui me dit, vous êtes franc-maçon? Je dis oui, elle me dit, vous êtes où? Je dis, je suis à la Grande Loge de France. Elle me dit, ok. Et là, je la regarde et je dis, ah, vous aussi? Parce que je sais que dans la police, il y a beaucoup de francs-maçons, il y en a énormément. Vous voyez comme quoi les francs-maçons, c'est pas nécessairement une preuve de gens avec de l'éthique et de la morale. Bref. Et je lui dis, mais vous aussi, vous êtes franc-maçonne. Et franchement, c'est sorti celle. Vous savez que quand on est franc-maçon, on s'appelle mon frère. Et je lui dis, ben, je vous appelle ma sœur alors. Et je lui dis, mais vous êtes la Grande Loge féminine de France, et elle me fait un oui, plus ou moins machin, et voilà, ça m'est resté là. Mais si vous voulez, ce qui était fascinant dans ce truc-là, c'était, regardez, on vient du même monde, on est chacun d'un côté de la barrière. Quoi. Voilà, on n'est finalement pas si différents. Voilà. Donc après, voilà, donc je suis présenté à la juge d'instruction, je passe les détails, c'est important. Alors, la juge d'instruction, et puis bah, évidemment, alors il y a deux choses. Quand je suis présenté à la juge d'instruction, il y a un truc qui commence à me... Alors, je suis très fatigué, parce qu'évidemment, je n'ai pas dormi, etc. Il y a quand même quelque chose qui me choque, enfin, que je note, et que je me dis, c'est pas normal. Ils ne vous disent pas bonjour, ils ne vous disent pas au revoir. Je me suis toujours demandé si ça faisait partie de là, parce qu'ils ne me l'ont jamais dit, en fait. Les juges, ils ne vous disent pas bonjour, ils ne vous donnent pas au revoir. Et si vous voulez, c'est très con ce que je dis, ça peut paraître extrêmement ridicule. On peut me dire, ah ouais, mais tu es en train de demander à ce qu'on me dise bonjour et au revoir, mais tu as quand même tapé un flic, etc., que si tu demandes du respect. Ok, très bien. Ça, je peux l'accepter. Mais malgré tout, même à son ennemi, on lui dit bonjour et au revoir. Et je me suis demandé si ça faisait partie de leur formation. C'est-à-dire que, d'entrée de jeu, face à un juge, vous dites bonjour et au revoir à un humain. C'est la base. C'est ce qui règle une norme sociale. En ne vous disant pas bonjour, je me demande, ça fait partie de la formation, si c'est pas de dire, tu ne seras, avec moi, tu n'es pas un humain, tu es un accusé et point barre. Et franchement, c'est vraiment choquant.
C'est fou. Parce que vous voyez, c'est toujours, on idéalise les juges, etc. C'est des gens qui ont fait des études, donc ils sont bien élevés, etc. Ben non, ça ils ne le disent pas. Ils sont mal élevés en fait. Mais voilà. Et ça sera confirmé. Je passerai devant la juge des libertés et de la détention pour savoir si je vais en prison. Donc, évidemment, la juge d'instruction a dit oui, moi je veux qu'il aille en prison. Après, il faut que ça soit confirmé par la juge des libertés et de la détention, le procureur, machin. Voilà, je rentre dans la salle du GD, il est tard le soir, etc. On passe les détails, et puis on sort, on rentre. Et là, je vous jure que c'est vrai, elle me lit tout un texte, la GLD, elle ne me jette pas un seul regard, et elle m'envoie en prison. Il n'y a pas eu un seul regard, mais pas un. Voilà, les juges envoient les gens en prison, ils ne les regardent pas. C'est quand même dingue. Quoi. Alors, je parle, il y a certainement plein de choses de psychanalyse, ça fait partie de la formation. Et donc, si vous voulez, ça met tout de suite ça met le ton. Pour eux, vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas un humain, vous n'êtes pas un citoyen, vous n'êtes rien. On arrive en prison, etc. Alors, j'aurai la chance d'arriver avec quelqu'un qui a déjà fait de la prison, qui est fiché au grand banditisme, etc. Donc, voilà. Et le mec, il sera adorable. On en reparlera peut-être, mais il y a plein de gens considérés comme vraiment les damnés de la terre. Et j'ai, pour le coup, ceux qui m'ont le plus respecté, qui m'ont le plus aidé, c'est eux. Voilà, donc... Vous évoquez qu'il y a une solidarité entre les détenus. Ouais, alors évidemment, quand on arrive en prison, tout le monde sait qu'on arrive souvent assez démunis, on n'a rien, pas d'argent, très peu. Alors voilà, qu'on est fatigué, on est stressé, on est obligé de manger ce qu'on nous donne, qui est évidemment pas terrible. C'est pas catastrophique, il ne faut pas exagérer non plus, il faut que je me dois d'être honnête, je ne veux pas cracher sur tout le temps, ce serait ridicule. Mais évidemment, quand vous arrivez, tu veux des clopes, voilà. Bon, des fois c'est un peu calculé, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en donnant des clopes à celui qui arrive qui n'a rien, plus tard on pourra les récupérer, etc. Il n'y a pas, mais il y a quand même une solution. On sent quand même, c'est du genre, ah, t'es le nouveau, voilà, tu fais partie de la bande maintenant. Voilà. Et donc il y a toute la phase prison. Alors, je vais essayer de décrire la prison assez rapidement, parce que c'est un milieu clos, que peu de gens connaissent, évidemment, et la société dans son ensemble, je pense, ne veut pas la connaître, ne veut pas savoir comment ça marche. D'abord, c'est une société, c'est pas différent du monde extérieur. Moi, tous les détenus, tous les prisonniers ne sont pas les mêmes, il y a des classes, voilà, c'est automatique. Je ne suis pas nécessairement un grand fan de la lutte des classes, mais il y a des classes. Voilà. Alors, tout en haut de la pyramide, il y a, chez les détenus en tous les cas, souvent les terroristes corses, un peu terroristes, enfin, bon, les indépendantistes corses, les Corses, pour des raisons historiques, parce que eux, quand ils disent, quand ils arrivent, enfin, les prisonniers connaissent, et quand ils disent à un surveillant, toi, on va te faire ta fête dehors, ils le font. Et donc ça, c'est resté. L'administration pénitentiaire sait que les Corses et les Basques, c'est pareil, on ne traite pas pareil. Donc il y a en haut les Corses, en dessous il y a grosso modo le grand banditisme, voilà, pour tout un tas de raisons, souvent aussi parce qu'ils ont des moyens, et voilà, et qu'ils sont organisés, qu'ils sont honnêtes bêtes, voilà. En dessous il y a le tout venant, moi je faisais plutôt partie du tout venant, et tout en dessous, vraiment la sous-classe, c'est évidemment les pointeurs, donc les violeurs, les pédophiles, etc. Alors ceux-là, voilà, ils sont détestés par tout le monde. Tout le monde. Pour eux, rien que sortir de leur cellule, c'est dangereux. Voilà. C'est comme ça. Ça, c'est sur la partie détenue. Sur la partie surveillant, il y a aussi, pas des classes, mais enfin bon, il y a des différences. Il y a les surveillants, souvent, qui ont assez rapidement compris qu'il fallait plutôt cool avec les détenus, pas se prendre la tête, sinon le boulot était infernal d'être en permanence dans la répression, dans l'insulte, dans le manque de respect, etc. etc. Donc ça, cela on peut discuter, ça se passe. Voilà. Chacun est du côté de sa barrière et on fait comme on peut. Il y a ceux du dessus, donc, qui suivent leur humeur. Ils suivent leur humeur. S'ils ont envie de faire chier, ils font chier. Je me souviens d'un surveillant, il devait travailler un samedi, ça le faisait chier. Le samedi matin, il est rentré dans une cellule, il a insulté, il a dit à des petits jeunes, il savait très bien qu'en parlant comme ça à un petit jeune, ça allait exploser. C'est ce qui s'est passé. On lui parle en main, on lui dit tu vas prendre ta douche tout de suite, etc. etc.
c'est parti en sucette, et évidemment, le jeune détenu, provoqué comme il a été, c'est comme ça que ça fonctionne, il a voulu frapper le surveillant, il a dû se prendre un coup dans l'épaule, il est parti à l'infirmerie, 2 jours d'ITT, allez, arrêt de travail, et voilà, et son samedi, parce que c'est comme ça que ça marche. Enfin, je veux dire, ça peut paraître fou, mais moi je l'ai vu de mes yeux. Vous dites qu'à Fresnes, il n'y a pas de douche dans les cellules, c'est des douches collectives. Oui, alors je vais ça sur toutes les conditions, parce qu'elles sont Je veux aussi... simplement faire allusion au fait qu'effectivement, il y a aussi l'administration pénitentiaire, des gens qui sont d'un côté envers. Vous faites allusion au fait que pour les douches, c'est eux qui règlent l'eau chaude et l'eau froide. Oui, alors, voilà, alors ça c'est pour les surveillants, et puis au-dessus, il y a quand même... alors, ils sont peu nombreux, mais ils ont une influence phénoménale. C'est les surveillants violents, pervers, dans la provocation permanente. Eux, ils se prennent pour Dieu Tout-Puissant, ils pensent qu'ils vont nous redresser, qu'ils vont nous éduquer, etc. Moi, je me souviens d'un surveillant qui était con comme un manche, qui était méchant, mauvais, qu'on savait violent, etc. La veste de mon jogging était remontée. Non, la veste de jogging, c'est jusqu'en haut. Okay. Des conneries, voilà, c'est des petites humiliations permanentes comme ça, des petits trucs cons. Voilà. Vous avez les officiers. Les officiers se retrouvent dans des situations absolument dramatiques. Je pense que finalement, au ministère de l'Intérieur, c'est un petit peu pareil, où ils sont sous une pression phénoménale de la base, en fait. Parce que c'est la base qui gouverne la prison. C'est pas du tout les officiers. Ils essayent, mais ce qui compte pour les officiers, pour, j'allais dire, l'équipe dirigeante dans une prison, c'est l'ordre. Il ne faut pas de bordel. Pas de bordel, ok ? Par exemple, je peux citer cette anecdote où il y a un jeune surveillant qui a été mis au dernier étage de mon bâtiment, et donc au dernier étage, il y a plutôt les têtes qui avaient des corses, etc. Il a mal parlé à un corse, le corse est descendu, il est allé voir l'officier, il a dit lui, là on veut plus, le surveillant, on veut plus le voir, sinon ça va mal terminer pour lui. Le surveillant, je peux vous dire, on l'a plus jamais revu. Voilà. Et voilà, bah ouais, ils sont obligés de maintenir, voilà, donc des fois, c'est pas... c'est une grosse société. C'est vraiment une micro-société où on s'arrange, machin, etc. Donc voilà, je vous passe tous les passe-droits, etc. Après, sur les téléphones portables en prison, je vous rassure tout de suite, on va pas se mentir, il y en a dans toutes les cellules. Dans toutes les cellules. Pour différentes raisons. Déjà, les téléphones ne rentrent pas par les parloirs, comme on vous le dit souvent dans les médias, c'est pas vrai. Ça passe par les surveillants. Là, il y a des réseaux de corruption au sein des prisons, parce qu'il y a des surveillants qui sont corrompus, parce que la paye, il faut le dire, telle qu'elle est vraiment pas lourde. En tout cas, on est même en moyen, je crois que c'est 1400 €, même pas si c'est du net ou du brut en début de carrière, bon bref. Voilà, donc il y a des téléphones dans toutes les cellules, il y a tout qui rentre dans les prisons. Il y a presque tout. Il y a de la drogue, évidemment, du shit, voilà. Les gens qui fument des pétards devant le surveillant, c'est courant, c'est normal, ça fait partie du truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a de la nourriture qui rentre, voilà, parce qu'à Fresnes, comme il n'y a pas de frigo, parce que l'électricité, l'installation électrique de Fresnes ne permet pas de mettre des frigos, elle n'est pas si puissante pour ça. Voilà, ça je en parlerai. Il n'y a pas de viande. On ne peut pas cantiner de la viande, parce que la viande s'appauvrit, on peut avoir des maladies, etc. Donc il y a de la viande qui rentre par exemple. Moi, je me suis déjà retrouvé avec un sac de, je sais pas, 5 kilos de viande dans les bras, tout rentre en prison. Voilà. Sur les conditions elles-mêmes, alors il y a une partie qui est décrite dans mon livre, je ne peux pas revenir dessus, ça pourrait être long. Déjà, alors les douches, il n'y a pas de douche, en fait, suivant les prisons, par exemple à Fleury, ils ont des douches en cellule, c'est-à-dire que le surveillant n'a pas besoin d'aller venir vous chercher pour vous emmener à la douche, etc. À Fresnes, il n'y a pas. Et donc on a le droit à 3 douches par semaine. Vous voyez, donc ça c'est dur de se dire qu'on ne va pas se laver, vous voyez, c'est con, mais se laver, c'est un des premiers trucs de dignité. Voilà. Rien que ça déjà, se dire on va se laver tous les 2 jours, c'est 3 par semaine, donc des fois c'est 3 jours. Voilà. Les douches sont dans un état lamentable, parce que toute la prison est dans un état lamentable, vraiment. Il y a des rats partout. Voilà, quand vous allez en cours de promenade, je sais pas, je me souviens, je sais pas, entre 50 et 100 rats autour de nous. Je ne raconte pas des conneries sur le chiffre, je veux dire, je n'exagère pas. Il y a des rats partout. Parce que après, il y a l'histoire de la bouffe, voilà, que les détenus, beaucoup de détenus en tous les cas, par principe de, je pense, plus que parce que la bouffe est dégueulasse, par principe de répulsion vis-à-vis de la prison, ils jettent la nourriture par l'extérieur, donc ça amène les rats, etc. Et c'est impossible de s'en défaire, il y en a partout, il y en a même dans les étages. Voilà, ça m'est déjà arrivé d'être au 2e étage, il y avait un rat dans un couloir, enfin sur une coursive. Mais comment il est monté, c'est aberrant, au milieu des hommes, ça leur fait pas peur, quoi. Voilà, les cellules sont dans un état, moi, celle en tous les cas dans lequel j'étais absolument lamentable. La première cellule dans laquelle j'étais était complètement, avait été délabrée, parce que, ça tu le sais, il y a plein de gens qui ont des problèmes psychiatriques en prison, et comme ça coûte cher de les soigner, ben on les laisse dans des cellules, donc
Donc évidemment, ils pètent des plombs, souvent ils sont tout seuls, donc ils détruisent les cellules, et c'est pas réparé. Donc c'était une porte de toilette, enfin, c'est des toilettes avec des bancs comme ça, c'était une porte de toilette qui servait de table, qui tenait avec des morceaux de drap, il n'y avait pas de meubles, enfin, voilà. Et on était à 9 carrés, à 3 dans 9 mètres carrés, etc. 3 dans 9 mètres carrés, il ne faut pas compter 9 mètres carrés. Il faut déduire le lit, c'est un lit superposé, les tables, il y en a souvent 2 ou 3, les chaises, okay. L'emplacement pour les toilettes. Okay. Donc, en fait, grosso modo, pour vous, vous avez un mètre carré, peut-être, mais encore, je ne suis pas sûr. Bref. Voilà. Voilà un peu pour la prison. Excusez-moi, j'ai quand même fait un... C'est au cours de la prison. Donc évidemment, tous les gens me demandent pourquoi je suis là, etc. Machin, je leur dis, ah bah ouais, le mec là, machin, comme ça a tourné partout. Ah, c'est toi ah, moi je suis là, ouais. Je me souviens, il y avait des gens. Moi j'étais en salle d'attente en attendant les parloirs, donc on est 30 ou 40 dans une salle qui fait 9 mètres carrés, en attendant qu'on nous amène un parloir. Donc ça peut durer 3 quarts d'heure, il peut nous laisser 3 quarts d'heure comme ça. Voilà. C'est pas important, si vous voulez, mais ça dénote une façon de faire, etc. Et je me souviens qu'il y a un détenu qui traverse toute la salle, qui bouscule tout le monde. C'est toi qui as tapé le flic? Oui, bravo, bravo. Voilà, évidemment qu'en prison, on n'est pas dans un environnement où ça aime la police. Et je découvrirai petit à petit... alors il y a cette anecdote qui est importante. Je suis en prison quand il y a l'affaire Théo. Et quand je découvre l'affaire Théo sur BFM, je suis fou. Je suis là, je dis, mais putain, c'est hallucinant, quoi. Moi, il y a ce que j'ai vu sur le travail, donc en fait, si vous voulez, je vois, c'est une étape supplémentaire. Et j'ai le détenu avec qui je suis dans la cellule, qui est, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, si un jour il entend ça, mais qui est physiquement, en tous les cas, vraiment une caricature des produits de quartier. Il fait 1m90, il fait 110 kg, c'est un champion de boxe de boxe taille, il est là pour une grosse affaire de stupéfiants. Voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt respecté dans la prison. Voilà. Et moi, je vois l'affaire Théo, je saute de mon lit en disant mais c'est des malades, c'est des fous, etc. Et lui, il n'y a aucune réaction. Il n'a aucune réaction. Je me retourne, je dis mais putain, c'est choquant, quoi. Et il me regarde, il me dit mais Fetch, mais putain, mais c'est courant, c'est normal, ça, c'est comme ça. Il dit, moi, je me faisais contrôler 5 fois dans la même journée par les mêmes flics, des claques derrière la tête, j'en ai pris mais des centaines, des bamboulas et des machins, j'en ai pris, etc. Et là, je réalise, quoi. Vous voyez, et là, je dis, mais en fait, les violences policières, c'est intégré. Ce qui me choque, c'est pas ce qu'il me raconte. Ce qui me choque, c'est que ça ne le choque pas. C'est ça qui me choque. C'est ça et là, je me dis, ah ouais, en fait, chez eux, c'est intégré. C'est normal. Et là, j'ai vraiment une prise de conscience, quoi. Et voilà. Et plus tard, il me dira, mais moi, à 14 ans, les flics, ils me coursaient après, je ne savais même pas pourquoi ils me coursaient. Donc quand tu as 14 ans et que les flics te courent après, mais tu cours. Surtout quand tu n'as rien fait. Et même encore plus quand tu as fait quelque chose. Mais il me dit, j'avais rien fait. Et il me dit, on arrivait au collège, on rentrait en classe, on transpirait, on avait couru, on soufflait. Et la prof nous disait, mais pourquoi vous soufflez hein, ah bah madame, on s'est fait courser par les flics. Et la première réaction de la prof, c'est quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Logique. Et eux, ils disaient, mais rien. Et moi, c'est évident, on fait des transferts, quoi. Et moi, si j'avais grandi comme lui, si j'avais vécu la même chose que lui. Si vous voulez, il y a deux choses. Il y a un, vous êtes coursé par les flics, et en plus, quand vous arrivez à l'école, on vous dit, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire qu'en plus, tu es coupable. Tu n'as rien fait, mais tu es coupable. Et donc, c'est ce que je dis, c'est là, j'ai découvert un peu, les quartiers populaires, comment c'était, qu'est-ce qu'ils vivaient. Et ça a été confirmé de maintes reprises avec d'autres personnes. Les violences policières, c'est normal. Et c'est ça qui est fou. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Sur les violences policières, sur les gilets jaunes, etc. Et voilà. C'est que ça a d'abord été... dans les quartiers populaires. Et ça l'est depuis longtemps, ça l'est depuis longtemps, parce qu'en fait ça remonte à la colonisation, tout ça, c'est vieux, c'est ancien, etc. Et si vous voulez, il y a toujours ce poème de Martin Niemöller, je n'arrive pas à dire son nom, Niemöller, voilà, qui est le truc classique
je crois que tout le monde la connaît, quand ils sont venus chercher les syndicalistes, j'ai rien dit, j'étais pas syndicaliste, quand ils sont venus chercher les communistes, j'ai rien dit, j'étais pas communiste, quand ils sont venus chercher les juifs, j'ai rien dit, j'étais pas juif, mais un jour ils sont venus chercher les personnes. C'est ce qu'on est en train de vivre. Les violences policières qui se sont exercées sur les quartiers, moi j'ai pas peur de le dire, c'est notre responsabilité. Nous n'avons rien fait, nous n'avons rien vu, nous n'avons rien dit, et ça s'est exercé sur nous, bêtement. Voilà, c'est aussi bête que ça. Parce qu'on n'a pas voulu voir, parce qu'on croit le récit médiatique, on croit le récit du parquet, des juges, etc. Et j'en ai fait partie. Moi, je ne me souviens pas d'avoir mais si évidemment, moi, quand on me dit le parquet a dit que celui-là, c'est un bandit, qu'il a essayé de faire ci, qu'il était drogué, qu'il est machin, etc. Sauf qu'à chaque fois, c'est faux. Chaque fois, c'est faux. Mais personne ne nous le dit. Voilà, c'est et ça, pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai vécu aussi dans mon histoire. Voilà. Il y a aussi cette petite anecdote qui est fantastique, qui est extraordinaire, tellement elle dit de choses sur la façon dont on construit un récit médiatique. Vous imaginez bien que dans cette histoire sur le quai de Valmy, sur l'ensemble des personnes, j'étais un peu comment dire, j'étais un peu le mouton noir parce que je ne ressemblais pas aux autres. J'étais pas, voilà, j'étais pas classé à gauche, j'étais d'extrême gauche, j'étais pas classé black bloc, j'avais un parcours qui ne ressemblait pas aux autres, etc. Et dans le parcours judiciaire, en fait, pendant l'instruction, il y a, c'est comme ça, c'est parti pour en discuter aussi, on rencontre un psy pour qu'il fasse un rapport pour voir si on n'est pas fou. Et donc je rencontre cette psy, je passe le contexte, et donc je me retrouve devant quelqu'un, je ne sais même pas pourquoi elle est là, je ne sais même pas encore qu'elle est psy, machin. Elle me dit bon, voilà, elle commence à me poser des questions, et je lui dis excusez-moi madame, qui vous êtes? Et en fait elle prend, et je le fais vraiment poliment, elle prend déjà ça pour une agression. Oui, je vous l'ai dit, je suis là pour faire, sous la juge, machin, bidule, pour faire l'enquête, machin, bidule. Je lui dis, pardonnez-moi, mais non, mais non. Voilà. Alors après, elle me pose des questions, le père, la mère, les frères, les sœurs, les machins, les bidules. Et à un moment, elle me pose une question, et là, donc là, je lui réponds, je m'en fous, enfin, c'est dans le dossier. Puis à un moment, elle me dit, c'est quoi vos opinions politiques? Et je lui dis, elle est psy. C'est quoi le rapport? Où est-ce qu'il y a un rapport entre les opinions politiques? Et là, je dis, bah écoutez, je suis de gauche, je suis entre Mélenchon et Montebourg. Et là, texto, je vous jure qu'elle m'a dit ça. Elle me dit, ah oui, Mélenchon est un petit peu anarchiste quand même. Et moi, je comprends pas tout de suite. Je me dis, mais bon là, je refuse de répondre. À un moment, je réponds pas aux questions parce que je me dis, enfin, c'est pas sérieux, ce truc-là n'est pas sérieux, quoi. Et bon, ça dure 10 minutes, etc. Ce qui ne leur a pas empêché de faire un rapport de 4 pages sur moi. Quand même. Très fort. Moi, je dis, il y a des psys, des experts. Les experts psy, on l'a vu aussi dans toutes les affaires judiciaires de violences policières, les experts, moi je dis, c'est pour la plupart, peut-être pas tous, mais pour beaucoup en tous les cas, des sacrés escrocs. Franchement, n'ayons pas peur des mots, c'est des escrocs. Et voilà. Quoi. Et en fait, je comprends plus tard. Je dis, mais oui, parce que évidemment, ceux qui s'attaquent aux policiers, bah oui, ça peut être que les anarchistes, donc il faut que ça colle, il faut que ça rentre dans le cadre, il faut que ça rentre dans le moule. Je peux dire? Ouais. Peu après mon incarcération, mon avocat fait appel de ma détention. Il plaide devant la chambre d'instruction, puisque l'affaire est toujours en cours d'instruction, sans grand espoir. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. Je suis considéré comme quelqu'un de dangereux pour la nation et qui souffre d'une aversion profonde pour les forces de l'ordre. Je dois donc être maintenu en détention en attendant le procès. La justice ne fonctionne qu'en assignant les justiciables à des catégories préconçues. Rapidement, je comprends que l'instruction est menée de manière à faire de moi un anarchiste. D'ailleurs, l'association de malfaiteurs, qui est l'un de mes chefs d'inculpation, vous en avez un paquet. Je n'arrive pas à retrouver le passage, mais vous en avez un paquet. Qui est l'un de mes chefs d'inculpation et qui se définit comme un groupe, vous voyez les guillemets, un groupement d'individus formés en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits, a été créée pour pouvoir enfermer et réprimer les anarchistes à la fin du XIXe siècle. Elle sert aujourd'hui à criminaliser un grand nombre d'affaires et est utilisée avec beaucoup de zèle. Dès qu'une affaire de ce type compte 2 personnes ou plus, la qualification d'association de malfaiteurs tombe, ce qui permet généralement de rehausser une affaire en criminel et de pouvoir garder les inculpés plus longtemps en détention provisoire. Et je termine parce que la fin de ce paragraphe dit quelque chose qui est important. Selon les chiffres du ministère de la Justice, ce sont 500 personnes qui sont envoyées en détention provisoire tous les ans et qui sont par la suite reconnues innocentes. Voilà.
plusieurs choses. La première, c'est pas moi qui les ai inventé ces chiffres, c'est les chiffres du ministère de la Justice. C'est un rapport, faites une petite recherche dans Google ou un autre, sur rapport sur les détentions provisoires, ça va être 2017-2018, etc. Et en fait, il y a tous les chiffres de détention provisoire. Ces 500, c'est les 500 personnes reconnues comme la justice, comme ayant été incarcérées illégalement. Pour ça, il faut engager une procédure. C'est-à-dire que vous êtes ce qu'on appelle la chambre des réparations, etc., etc. Donc ça, c'est 500 reconnus. Il y a l'immense majorité des gens qui vont en détention provisoire et qui sont par la suite reconnus innocents, ou l'instruction, il y a un non-lieu, c'est-à-dire qu'on ne va même pas au procès, etc., est certainement beaucoup plus élevé. Que ce soit des gens qui vont une semaine, 2 semaines, 6 mois. Moi, en prison, je rencontre un type en promenade, c'est un gamin, il a 18 ou 19 ans, voilà, pourquoi t'es là, machin. Et le mec il me dit ouais, il y a un mec qui m'accuse d'avoir fait un guet-apens, d'avoir fait une séquestration, etc. Voilà, et la juge l'a suivi, la victime a dit que c'était un noir avec des boutons, je suis noir, j'ai des boutons, ils m'ont foutu en tôle. Voilà. Il me dit mais je m'en fous, je sais que je vais sortir, j'ai un bon avocat, voilà, et je lui dis mais tu vas en correctionnel, les assises, oh ça va aux assises, etc. Et tout ça pour lui est ni grave, ni pas grave, c'est normal, ça fait partie de sa vie, quoi. Et évidemment, il sera innocenté. Alors on se rendra compte qu'en fait, la personne qui l'a accusé parce qu'en fait, il y a une vieille affaire où il s'était battu, etc., etc., il faut tout qui était complètement bidon, et il sortira, il aura fait 6 mois de désordre. Ce mec-là n'ira pas à la chambre de réparation. Je peux citer le cas d'Angèle Bernanos, le frère Antonin. Angèle Bernanos a été totalement relaxé, il a fait 1 mois de détention. Je rappelle, ça j'ai oublié de le dire, c'est qu'au début, le flic que j'ai frappé, donc les Bernanos et d'autres sont tout de suite mis en garde à vue, et le flic dit qu'il reconnaît formellement le mec qui l'a frappé, et que c'est Angèle Bernanos. Et il est en détention provisoire. Mais ils continuent à me chercher, les flics. Ils ne m'ont pas trouvé par hasard. Normalement, ils ont leur coupable. Ils me mettent en prison pour les mêmes faits dont ils l'accusent. Donc on a 2 personnes pour les mêmes faits qui sont en prison quand même. Ok ? Vous croyez qu'ils le libèrent? Ils ne l'ont pas libéré. Mais pour moi, ouais, je l'ai découvert ça après. Je dis, ah mais attends. Et donc Angèle Bernanos fera 1 mois de prison, alors qu'ils ont chopé le bon. Et ils le savent rapidement, ils le savent très rapidement, que c'est moi. Et voilà, Angèle, je lui dis, bah, va à la chambre des réparations, machin, je ne sais même pas s'il y est allé, machin. Il me dit, ouais, mon avocat m'a dit, je vais toucher 200 €. C'est-à-dire que, en fait, les coûts de l'avocat coûtent plus cher que ce qu'il vous donne. Et c'est pour ça aussi que la détention, aujourd'hui, il y a plus d'1 tiers des gens qui sont en prison, c'est de la détention provisoire. C'est des gens qui ne sont pas encore jugés. Alors vous imaginez, pour moi, avec le parcours, quand je découvre aussi tout ça, à quel point je me suis planté sur le système dans lequel je vivais. Moi, justice, je savais que a priori, je n'aurais jamais affaire à la justice, j'avais jamais eu affaire à la justice. C'est un truc, ça fonctionne, c'est bien, on dit qu'on est dans un état de droit, que ça marche, etc. Ben ouais. Mais non, quand vous rentrez dans le détail, concrètement, non, vous vous rendez compte que c'est plus compliqué que ça, que c'est pas vrai, qu'on peut incarcérer comme ça, et que les juges sont totalement irresponsables, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont de compte à rendre à personne. Vous savez pourquoi ils ont de compte à rendre à personne? C'est très simple. La justice, elle est rendue au nom du peuple français. Elle est rendue en votre nom. C'est ça le problème. Et donc ils sont tout puissants, c'est le peuple qui décide. C'est pas eux, c'est le peuple. Toutes les décisions de justice, voilà, et tous les juges, j'imagine, je pense, se sentent dépositaires de la parole populaire. C'est eux qui décident, puisque les lois sont votées, etc., etc. Moi, je découvrais aussi, notamment dans le code de procédure pénale, parce que quand je suis en prison avec mon co-détenu, on fait rentrer des dictionnaires, on est considérés comme un peu les intellos de l'étage, on fait rentrer le code de procédure pénale, le code pénal, il faut lire les textes. Et je découvre le code de procédure pénale, c'est d'une complexité. Pour libérer quelqu'un, les juges ont ce qu'ils veulent. Pour condamner quelqu'un, ils ont absolument ce qu'ils veulent. On l'a vu pour les gilets jaunes. Enfin, un mec avec un masque à poussière, il y a des gens qui ont pris des peines de prison ferme. Ils sont partis en prison, etc. Ils ont pris 2 mois ferme, 3 mois ferme, 6 mois ferme. Enfin, les gens ont découvert ça. Mais moi, je l'avais vu, pas pour me vanter, ni machin, mais j'avais vu ce que j'avais vu dans le code pénal, et ce qu'ils avaient fait avec nous, l'association de malfaiteurs, qui ne tenait pas. Mais ils vous mettent les qualifications les plus élevées pour vous mettre en détention provisoire criminelle, parce que les détentions provisoires criminelles, c'est 1 an, et ça dure 1 an, et vous les renouvelez. Au bout d'1 an, le juge doit justifier le renouvellement d'1 an. Quand c'est en correctionnel, c'est 4 mois. Donc tous les 4 mois, le juge il doit aller justifier pourquoi il garde le mec en prison. Donc c'est plus simple de... Voilà, et là,
on en revient au coût de la justice, hein, voilà, la justice ça coûte cher, bah, c'est plus simple d'utiliser le code pénal, de lui mettre voilà, un homicide volontaire au dos. Il savait très bien que on ne tue pas quelqu'un avec une tige en plastique, il faut arrêter. Voilà. Mais voilà, il fallait que ça colle au récit, parce que derrière il y avait eu Valls qui avait dit ah oui, on va être très sévère. C'est dingue que des hommes politiques passent leur temps à dire la justice indépendante, mais en même temps ils disent on punit sévèrement ceux qui veulent s'en prendre à des flics. Et, ben non, c'est pas toi, je peux pas dire ça, c'est pas toi qui vas le faire. Et, voilà. Et donc il fallait que ça colle à tout ça. Et donc je découvre dans le code de procédure pénale qu'il y a tout et n'importe quoi pour pouvoir faire sortir quelqu'un de prison, etc. Vous l'avez vu avec Isabelle Balkany. Là, cette semaine, je disais qu'il y a un mec qui a 85 ans, il va bientôt mourir, il est dans un état lamentable, etc. Il est en prison. Mais Isabelle Balkany, on ne l'a pas mis pour une raison de santé. Et tout ça est légal. Tout ça est légal, c'est du code de procédure pénale. Le code de procédure pénale et le code pénal sont des machines à interprétation. Et pourtant, je crois que c'est l'article 104 du code pénal, le dit, le code pénal est d'interprétation stricte. Mais quand vous lisez les textes, vous dites, mais non, mais il y a 40 000 façons d'interpréter tel ou tel texte. Voilà. Il y a suffisamment de choses dans le code pénal pour faire à peu près ce qu'on veut. Voilà. Alors je ne dis pas que j'étais victime de ça, hein, voilà, je m'étais peut-être en prison, en tous les cas, voilà. Au final, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est dès que vous êtes mis en détention provisoire, en prison, vous savez que vous allez prendre une peine de prison ferme. Vous le savez, parce que les juges, c'est une corporation, c'est comme la police, ils se couvrent. C'est normal. Je veux dire, quelqu'un qui appelle, on ne peut pas à la barre, c'est rare, ça arrive, mais c'est rare que vous ayez fait 6 mois de détention provisoire et qu'au final, alors si, il y en a à peu près 500, peut-être plus que ça, mais bon, en général, ils se couvrent. Et donc voilà, et donc moi quand j'arrive en prison, les meilleurs conseillers juridiques que j'ai eus, c'est pas les avocats, c'est les détenus eux-mêmes. Bon, rapidement quand j'arrive, on me dit t'inquiète, tu vas bientôt sortir, tu vas pas rester longtemps, machin. Alors il y en a qui pensent que je vais rester 6 mois, voilà, bon je resterai 13 mois et pas 6, mais ils savent que je vais partir rapidement, parce que pour eux ils le savent, l'affaire elle est pas grave, et puis je suis blanc, et parce que je suis de la classe moyenne. Et même si l'affaire est... Le seul petit truc qui beaucoup n'ont pas pris en compte, c'est que c'est pas l'acte en fait, qu'on condamnait, c'était le symbole que ça représentait, c'est-à-dire que grosso modo, pour eux, nous avions humilié la police. Faire brûler une voiture de police, frapper un policier, voilà. Vous voyez la scène, pas besoin de revenir dessus. Mais voilà, pour eux, c'était une humiliation de la police, et c'est ça qu'ils ont condamné en fait. Et ça, les gens qui conseillent n'en avaient pas conscience. Donc voilà. Je ne vais pas vous faire tout le parcours judiciaire, parce que le parcours judiciaire que j'ai fait, enfin, quand vous voyez comment ça marche, c'est complètement ahurissant. Alors j'ai eu la chance, entre guillemets, de sortir de prison sous bracelet électronique avant le procès, ce qui était assez exceptionnel, a priori. Parce que, de ce que m'avait dit mon premier avocat, j'ai changé en un, il m'a dit ah, la juge, elle va te garder jusqu'au bout, jusqu'au procès. Et donc moi je savais que le procès était dans 3 mois, que si je restais jusqu'au procès, après pour faire une demande de mise en liberté, etc., machin bidule, il faut souvent rajouter 6 mois, donc je me disais putain je suis encore en prison pour 9 mois. Quoi. Et on a fait une demande de mise en liberté, voilà, alors c'était plus à la chambre de l'instruction parce que l'instruction était terminée, je sais pas, je suis tombé sur un juge dont on m'a parlé après, on m'a dit que c'était un bon juge. Et en fait, les bons juges, souvent, sont en fin de carrière. Parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Et la juge qu'ils ont mis sur l'affaire du Quai de Valmy était une jeune juge, qui avait moins de 35 ans, moins de 40 ans, je exagère, mais voilà. Ils savent ce qu'ils font. Pas par hasard, qu'ils mettent des jeunes là, etc. etc. D'ailleurs, je fais cette petite note, c'est ce que je disais à Guy. La juge, donc c'est la juge Berthezen, pour ne pas la nommer, qui a traité l'affaire du Quai de Valmy, c'est la juge qui s'occupe de l'affaire Adama Traoré. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. On ne fera jamais croire que c'est le hasard. Il y a des juges qui sont plutôt pro-flics et c'est plutôt à eux qu'on va donner le dossier. C'est pas par hasard. Et si vous voulez, voilà, tout ça, c'est de la manipulation, c'est une façon de se dédouaner. Donc voilà. Donc, alors, je dois quand même rappeler ça parce que souvent on ne retient que ce que disent les médias et c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. J'ai été condamné à 5 ans de prison, donc 2 ans et demi de prison ferme et 2 ans et demi avec sursis. Donc j'ai fait 3 mois de détention provisoire, j'ai fait 3 mois sous bracelet avant le procès. Alors, après le procès, on m'a retiré le bracelet, alors qu'il me restait encore des mois à faire.
parce que le bracelet avait été posé dans le cadre de la détention provisoire, et que quand il y a un procès, bah non, c'est plus dans le cadre, donc il faut vous le retirer. Et je dis, mais alors quoi, mais je suis libre, etc. On m'a dit, ah non, non, vous serez reconvoqué plus tard, on m'a reconvoqué 1 an après, en plein mois de juillet. Et là, mon avocat me dit, moi je peux pas, donc on reporte au mois de septembre. Voilà, et au mois de septembre, machin, on fait le truc. Et la juge dit, bah non, libre, enfin c'est bon, liberté conditionnelle, c'est bon quoi. Mais évidemment, dans cette affaire, le parquet fait appel. Le parquet a fait appel pour nous tous, systématique. Jusqu'au bout. Ils ont épuisé tous les appels possibles et imaginables. Il n'y a eu aucune mensuétude de leur part. Et moi, j'ai fait cette bêtise de croire que, machin, bon, quand ils m'ont demandé qu'il faut partir bosser, etc., donc j'ai créé une boîte, machin, bidule, pour essayer de leur montrer que, ouais, moi je voulais machin, bidule. Tout ça n'a servi à rien. 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 Strictement à rien. Ça sert à rien. Et donc, le procureur, donc je dépendais de la Seine-Saint-Denis, le procureur fait appel, etc., donc je me retrouve à Paris, etc., et à Paris, voilà, suivant les juridictions, où c'est, il y a des tribunaux qui sont beaucoup plus durs que d'autres. Bobigny, voilà, ils ont tellement d'affaires à traiter, voilà, que bon, mon affaire était quand même, pour eux, pas très grave. Voilà, ils traitent des affaires un petit peu plus graves. Mais à Paris, voilà, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont beaucoup plus durs. Et ils ne sont pas gênés. Allez, ils m'ont recollé le bracelet. Donc j'étais sorti sous bracelet, on m'a retiré mon bracelet, il a fallu que j'attende presque 1 an et demi pour qu'on me recolle le bracelet, etc. Donc, moi, on me demandait de me réinsérer, il n'y a pas de problème. Et comment vous faites quand vous allez voir un employeur qui dit, alors déjà, il y a votre nom. Donc il y a ça aussi, parce que ça, on termine un peu là-dessus dans le livre, c'est l'exclusion sociale. Mais ça, je n'accuse pas la justice de là. Je n'accuse pas la justice. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un article du Figaro, je me souviens très bien du nom journaliste, il s'appelle Jean Chichizola, où moi j'ai des visiteurs quand je suis en prison, donc quand vous êtes en prison, vous pouvez faire venir des gens de l'extérieur avec qui vous discutez, donc voilà, je l'ai fait, un mec avec qui je m'entends bien, et un jour il arrive avec l'article du Figaro, et là, tous nos noms, nos âges, nos métiers, machin, voilà. Et là, pour moi, j'ai compris. Je sais que c'est une catastrophe, parce que pour retrouver du boulot, ça va être très compliqué quand votre nom, il est rattaché à cette affaire du Quai de la Nuit, et qu'il est sur Google, sur des pages et des pages et des pages et des pages. Et donc j'ai des anciens potes qui m'ont embauché, etc., et qui pensaient vraiment qu'ils allaient pouvoir, me trouver un job. Parce qu'ils savaient que j'étais compétent, parce que, bah oui, quand je suis vendu, entre guillemets, à une société, je rapporte de l'argent, quoi. Je viens, je sais pas, j'étais facturé entre 600 et 1000 euros hors taxe par jour. Vous voyez, consultant informatique, c'est pas des prix délirants, il y a même beaucoup plus. Donc eux, voilà, ils ont vu évidemment d'abord ça. Et donc les CV sont anonymes, donc les CV étaient donnés aux clients en disant, regardez, on a un profil, prenez-le pour tel projet, etc., etc. Donc les clients, CV anonyme, oh, super, ça correspond, génial, on le prend, etc. Puis une fois que le client il a dit OK, faut donner le nom, parce que oui, il faut créer les badges, il faut créer les trucs, etc. Et donc là, il donnait le nom. Et là, ça me téléphonait dans l'heure qui suivait, non, prends pas. C'est arrivé 4 fois. Au bout de 4 fois, voyant qu'ils allaient jamais retrouver le travail, ils ont mis fin à ma période d'essai, etc. C'est pour ça que j'ai créé ma boîte, etc. Et voilà. Et donc, moi, je me retrouve dans une situation où, même si j'avais voulu retrouver du travail, j'ai des postes de cadre, donc des cadres, on travaille le soir, on travaille le week-end, parce qu'il y a des opérations de nuit, des machins, des bidules. Quand vous avez un bracelet, comment vous faites? Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Et donc, tant que j'avais cette enclume du bracelet électronique sur la tête, impossible d'aller retrouver le travail. Mais la justice me disait, oui, mais faut que tu aies un travail pour pas avoir le bracelet. Mais vous prenez le risque de dire, oui. Et sauf qu'avec moi, dans notre affaire, je savais que c'était pas sûr, les avocats me le disaient. Et ça n'a pas loupé, j'ai créé ma boîte, machin bidule, et ils m'ont recollé un bracelet. Et c'était ridicule parce que ça a duré 3 mois, enfin, c'était que dalle, quoi, mais voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai plus rien, tout va bien. Et voilà. Qu'est-ce que je vais rajouter d'autre? Je vais quand même parler un peu de la justice, enfin en tous les cas du procès en lui-même. Je me suis rendu compte après en fait. Un procès, c'est une grande pièce de théâtre. Si vous voulez, la justice, son fondement de base, c'est de dire on est à la recherche de la vérité. Moi, s'ils avaient vraiment recherché la vérité, ils auraient cherché pourquoi j'en étais arrivé à taper des flics, etc. Mais ça aurait posé des problèmes politiques, etc. Et enfin voilà, ça aurait posé des questions. Mais oui, on aurait peut-être parlé des violences policières, etc., etc. Ils n'ont pas voulu faire ça. Et donc, pendant le procès, et tous les procès scientifiques, en fait, tout est excessif, des deux côtés. Vous avez, grosso modo, c'est l'accusé qui, malgré des preuves irréfutables, nie en bloc,
vous avez la victime qui dit qu'elle a failli mourir, que c'est une catastrophe, etc., etc. Vous avez les procureurs qui font le show, et vous avez les juges, etc. Et si vous voulez, franchement, quand on sait que le fondement de base de la justice, c'est la recherche de la vérité, et qu'on voit tout ça, le décalage qu'il y a entre les deux, on est en train de dire, c'est ridicule, et tout ça est ridicule. Et je fais partie de ceux qui pensent que ce système judiciaire, en tous les cas, tel qu'il est en France, il est ridicule, et des fois dramatique. On le voit notamment dans toutes les affaires de violence policière, que ce soit dans l'affaire Yamni, ou les affaires Adama Traoré, ou plein d'autres, parce qu'il y en a énormément, etc. Voilà, c'est du foutage de gueule permanent, etc. Nous, il fallait nous défoncer. Voilà, ils ont été quand même lourds, hein. Je crois que à peu près tous les avocats l'ont dit, ils ont été lourds. Voilà. Je vais rajouter juste une anecdote, parce qu'elle est importante sur le fonctionnement du judiciaire, etc. Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, pourquoi vous n'avez pas fait appel, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il y a eu le procès, au moment où on a été condamné, il y avait encore des gens qui étaient en détention. Il y avait 2 personnes qui étaient en détention. Et il y en avait une notamment qui était en détention à l'isolement. Donc l'isolement, c'est le pire de tout. C'est-à-dire que vous ne voyez personne. Vous avez le droit au parloir, mais vous n'avez pas de relation avec d'autres détenus. Vous n'avez des relations qu'avec des surveillants. Vous êtes isolé. Voilà. Les promenades, c'est seul. Et il y avait une personne qui avait été mise à l'isolement. Et on savait que c'était quand même très dur, parce que c'est des situations plus que difficiles. Et le problème, c'est que si on faisait appel, elle restait en détention. Parce que ça, c'est un petit peu l'horreur de la détention provisoire, c'est que vous êtes en détention provisoire, mais juridiquement, vous êtes considéré comme innocent quand vous faites appel. Tant que vous n'êtes pas jugé, vous êtes innocent. Et quand vous faites appel, vous redevenez innocent. Les Balkany, par exemple, si les gens sont choqués par ça, mais c'est normal, c'est le fonctionnement de la justice, Balkany est mis en détention, mais il a fait appel, il redevient innocent, il fait une demande de mise en liberté, la justice n'a pas d'autre choix que de dire, bah oui, dehors, les assassins de Clément Méric, très peu le savent, ils ont été condamnés à 7 et 11 ans, je crois, et 2, voilà, ils sont partis en détention et ils sont sortis aussitôt. Ils ont fait appel. Voilà, et Balkany, c'est ce qui va passer. Balkany, il est dehors dans peu de temps, là, c'est mardi, je crois. Je ne sais plus quand est-ce qu'il donne, il va sortir, c'est évident, c'est normal. D'autant plus qu'en plus, à la première demande de mise en liberté, ils ont dit oui. Ils ne vont pas se dédouaner une deuxième fois. Ils vont être obligés de dire oui. Et donc, dans notre cas, si la personne fait appel, elle redevient innocente, donc elle reste en détention, donc elle reste à l'isolement. Il lui est resté 2-3 mois à faire avec ses remises de liberté, etc., etc. Sauf que tous les avocats me disaient, s'ils font appel, s'il y en a un d'entre vous qui fait appel, le procureur, lui, va faire appel pour tous les autres. C'est-à-dire qu'on recommence le procès intégralement. Donc s'il y en avait un d'entre nous qui faisait appel, elle qui était en détention et qui devait sortir dans les 2 ou 3 mois, elle restait en détention parce que le procureur aurait fait appel. Et elle restait encore en détention pour 6 mois, et là, c'est ça aussi l'ordre de la justice, c'est elle qui choisit son calendrier. On le voit très bien dans les affaires de violence policière. L'affaire Yamni, ça fait 7 ans. L'affaire Wissam, c'est pareil. Hein. Oui, l'affaire Wissam et Yamni, ça fait 7 ans. Oui. 7 ans. 4 juges. C'est eux qui maîtrisent le calendrier. C'est comme ça aussi, quand ils manipulent le truc. Hein, Sarkozy est 7 fois mis en examen. On en est où là? Il n'est pas encore passé devant le tribunal. Des affaires comme ça, il y en a plein. L'affaire Karachi, pareil, ça fait des années que ça dure. C'est comme ça qu'ils font. Il y a des affaires, nous dans notre cas ça a été jugé très rapidement, 1 an, tous les avocats disaient franchement rapide hein, pour une affaire comme ça, voilà. Et d'autres c'est beaucoup plus long. Et donc voilà, donc on s'est retrouvé, non on n'a pas fait appel parce qu'on ne voulait pas qu'elle reste en prison et elle est sortie, tant mieux, voilà. Elle est américaine, elle est partie aux États-Unis je crois. Et voilà. Donc vous voyez un peu les difficultés, notamment quand il y a un groupe, comment on gère ça, c'est extrêmement compliqué et voilà, vous êtes face à une machine. Après, on peut vous parler des droits de l'homme, etc. Je me souviens très bien, quand j'étais en cours de promenade, je disais, mais putain, quand on regarde la gueule de Fresnes et qu'on se dit qu'on est le pays des droits de l'homme, putain, pas cohérent, quoi. Et je me souviens d'un mec qui m'a dit, un détenu en promenade, qui m'a dit, non, la France, c'est le pays qui a créé les droits de l'homme, ça s'arrête là. Voilà. Et voilà. Je vais peut-être faire la conclusion. Je vais faire une conclusion beaucoup plus politique finalement, parce que vous imaginez bien qu'entre dans tout mon parcours, mes idées politiques ont beaucoup évolué. Je ne vais pas faire une conclusion politique optimiste,
parce que je pense que les temps ne sont pas à l'optimisme. Je crois qu'il suffit d'allumer sa télé de temps en temps pour voir que la situation est dramatique et que tous les jours, tous les jours, je vois quelque chose, je me dis « Ah, encore un élément. » Là, la dernière, je crois que je l'ai vu hier ou avant-hier, ils ont augmenté de 4% le budget de la police. Ils ont payé les heures supplémentaires de la police. Les heures supplémentaires de la police, je me souviens quand je lisais le Canard enchaîné, j'avais un article du Canard enchaîné il y a au moins 20 ans sur l'histoire des heures supplémentaires de la police. Et ils ont payé. Je pense qu'ils ont très peur du mois de décembre. Voilà. Et il faut des policiers, motivés. Voilà. Je vois les services publics, notamment dans les urgences, la façon dont c'est traité. Je vois tout ça. Je vois la télé. Je vois l'islamophobie qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre, et tout le monde trouve ça normal. Et je fais partie de ceux qui sont quand même attachés à quelques principes, qui connaissent un petit peu ce qui s'est passé pendant la guerre. J'ai entendu toute ma vie, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Et je revois, là, sur l'islamophobie, les mêmes réflexes, les mêmes choses, comment ça commence, etc., etc. Je vois la police, on l'a vu dans l'histoire de violence policière, il n'y en a pas un seul qui va passer devant les tribunaux, et je peux vous dire que ceux qui vont passer devant les tribunaux, ils vont prendre des peines vraiment symboliques, sans inscription au casier judiciaire. Pourquoi sans inscription au casier judiciaire? Parce que s'ils ont l'inscription au casier judiciaire, ils sont radiés en théorie de la police. Même ça, on m'a dit que c'était pas sûr. Parce que c'est des commissions discrétionnaires et que voilà, le peuple n'a pas son mot à dire là-dessus. Et donc je vois tout ça et que je pense que les milliardaires, enfin en tous les cas ceux qui détiennent les médias, ceux qui ont l'influence sur l'ensemble de la partie, enfin sur ceux qui veulent bien avoir, qui portent une crédibilité à une partie des médias, je pense qu'ils ont choisi leur camp et que leur camp ça sera Marine Le Pen pour 2022, j'en suis quasiment certain. Je pense que par exemple Bolloré, c'est bon, c'est clair, il a CNews, je pense qu'il veut faire de CNews la Fox News à la française, Fox News qui a fait élire Bush et qui a fait élire Trump, pas nier. Voilà. Je pense que les autres vont suivre, parce que je pense que Macron, il a beau faire le beau, les mecs qui sont tout en haut, ils ont dit mec, tu tiens pas la rue, les gilets jaunes, nous on a flippé, parce qu'ils ont eu peur, physiquement. Je pourrais vous citer, vous pouvez faire quelques recherches sur internet, sur une journaliste à l'Opinion, ouais c'est l'Opinion, qui est un journal libéral de droite, clairement, libéral économique, qui s'appelle Inchospé, on l'appelle comme ça, qui avait fait une déclaration en deuxième partie de soirée, c'était sur CNews, c'était sur une émission de Calvi en deuxième partie de soirée, et qui est passée assez inaperçue. Et pourtant elle est très claire. Elle a dit le 1er décembre ou le 7 décembre, après le 7 décembre, quand 2 fois de suite les Champs-Élysées ont été mis à feu et à sang, j'allais dire, elle dit clairement, elle dit mais il y a une partie du MEDEF qui a flippé. Ils ont téléphoné à Geoffroy de Rose-Bézieux, le patron du MEDEF, en lui disant tu lâches sur tout, tu lâches sur le SMIC, tu lâches sur tout. Ils ont vraiment flippé. Voilà. Et je pense que Macron a réussi, grâce à sa police, parce que les gilets jaunes ça déborde pas plus, hein, parce que la répression malgré tout ça marche, pas le nier, les peines de prison ferme, les coups de matraque, les LBD, les crânes éclatés, les yeux, les mains arrachées, etc. Pas le nier, ça marche. Donc il a réussi, mais les mecs tout en haut, ils se sont dit, ouais, une fois mais pas deux. Et je pense qu'ils vont choisir Marine Le Pen. Et que donc, voilà, je pense qu'on va avoir le fascisme. Je sais que... pas optimiste. Suffisamment de temps pour voter. Si on prend si on met ensemble les votes de tous les partis mineurs, ça le vote pour l'extrême droite normalement. Moi je pense que voilà... Donc le débat est commencé. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais je pense que, enfin, on pourra rentrer dans les détails, mais après, il y a aussi le premier tour, deuxième tour, voilà, c'est toujours la même chose. Encourager les gens pour le national, ce sera... Je vais terminer sur... Je vais terminer sur 2 choses, je vais terminer sur 2 phrases. Je vais terminer sur... S'il vous plaît, on peut laisser... Je termine juste, après on pourra... Je vais terminer sur 2 phrases, c'est 2 phrases du même auteur qui est Bertolt Brecht. Je pense que les gens ont très peur. S'il vous plaît, Ils préfèrent se coucher devant le national. s'il vous plaît, merci. La première chose qu'il dit, et elle est importante, je sais bien que le rapport à la violence, notamment en manifestation, il est problématique, parce qu'il pose des questions morales.
On pourrait parler longtemps de la violence. Voilà, je pense que la violence fait partie de la vie, aussi bête que ça. Voilà. Je ne vais pas m'étendre, mais bon, voilà. Bertolt Brecht dit une chose, il dit la violence sert là où la violence règne. Je fais partie de ceux qui pensent que quand on perd ses yeux, quand on se fait matraquer, quand on se fait gazer, on doit se défendre, que c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en aura jamais d'autre. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qu'il dit, et je terminerai là-dessus, le fascisme, ce n'est que l'évolution de la démocratie en temps de crise. Et je pense qu'aujourd'hui, on y est.